Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré au métier des manufactures de l'industrie du luxe en région Grand Est. Alors le luxe en France, c'est bien plus qu'un mot, c'est un savoir-faire, un patrimoine vivant, une excellence reconnue dans le monde entier. Et ici dans le Grand Est, ce savoir-faire s'exprime pleinement dans des domaines aussi variés que la maroquinerie, la cristallerie, la couture, la broderie ou encore les métiers d'art. Mais derrière chaque maison prestigieuse, il y a des femmes et des hommes aux compétences rares, formés à l'exigence et à la précision. C'est à ces métiers que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Qui sont-ils? Comment accède-t-on à ces métiers? Quel parcours de formation existe-t-il dans notre région? Et surtout, quelles sont les opportunités à venir pour celles et ceux qui souhaitent y faire carrière? Alors, nous aurons la chance de découvrir des professionnels du secteur, des représentants de manufactures emblématiques, et j'en profite dès à présent pour les remercier de nous consacrer de leur temps. Il s'agit d'Oreste Group, de la manufacture Lalique, notre célèbre Bugatti automobile, et nous avons fait le choix de vous faire découvrir deux autres pépites, peut-être moins visibles du grand public, mais tout aussi prestigieuses. Il s'agit de la maison Vuillaume et de la manufacture Zuber. Également, nous parlerons des ateliers Echung. Alors, une petite précision, une célèbre maison de luxe qui était annoncée n'a pu techniquement se rendre disponible, et ce, au dernier moment. Nous en sommes désolés et ce n'est que partie remise. Alors, ce live d'environ d'1h30 s'inscrit comme d'habitude dans le cadre d'une action de professionnalisation des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. C'est gratuit, vous aurez accès au replay, au document qui va vous être partagé. Vos micros, comme d'habitude, sont coupés, mais on compte sur vous pour poser des questions à nos intervenants dans l'onglet « Questions ». Et vous avez également la possibilité de donner votre avis sur ce webinaire en fin de programme dans l'onglet sondage. Mais avant, je vous invite dès à présent à aller dans l'onglet sondage. On vous a concocté un petit quiz sympa qui concerne l'ensemble de nos intervenants. J'espère que vous avez le son et l'image. Sinon, vous faites touche F5. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble les coulisses de 5 manufactures d'exception qui relèvent du luxe en Grand Est. Bonne découverte et bonne participation à toutes et tous. Rendez-vous donc dans l'onglet sondage et répondez donc au quiz de cet atelier. Et je laisse la place à ma collègue Valérie Violette pour Orientest, pour nous présenter un petit peu les outils. Valérie, si tu peux, voilà. Bonjour Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup Alice. Alors, un chiffre pour commencer, 281. À quoi correspond ce chiffre? En fait, c'est le nombre de métiers d'art. Et donc, pour bien parler des métiers d'art et des métiers du luxe aujourd'hui, il faut savoir que la région Grand Est a la compétence d'information sur les métiers et les formations. Et je vais vous donner comme ça quelques chiffres qui concernent bien évidemment les métiers d'art. Et toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver à la fois sur le portail créé par la région avec ses partenaires, qui s'appelle le portail Orientest, qui est la contraction de l'orientation dans le Grand Est, et également des informations sur Orientest Pro, comme son nom l'indique, destiné aux professionnels pour les outiller dans leur pratique. Et vous allez voir que à la fois dans l'un et dans l'autre, vous allez retrouver des informations, mais je le dis tout de suite en introduction. Tout ce qui concerne le replay d'aujourd'hui, les différentes vidéos qui vont passer, ainsi que le PowerPoint, tout sera en libre accès sur la page d'accueil d'Orientest Pro. Et donc, pour suivre, eh bien, si on parle du portail Orientest et de quelques chiffres, eh bien, vous allez retrouver, par exemple, dans l'agenda Orientest, il y a à peu près 65 événements aujourd'hui si on tape le mot-clé métier d'art dans l'agenda, puisque on a par exemple la CMA qui organise sur ces 3 sites différents événements, des réunions d'information, voilà, sur la présentation des métiers de l'artisanat. Alors ça c'est un outil, l'agenda Orientest. Si on va dans les ressources du portail, eh bien on va retrouver 7 sites qui parlent justement des métiers d'art, et vous retrouverez également la liste des 280 métiers que je donnais comme chiffre en introduction. Si vous allez sur toujours le portail Orientest dans le moteur de recherche, et si on met le mot-clé luxe, alors on peut mettre soit métier d'art, là il y a 9 métiers qui vont s'afficher, soit on met luxe, et là j'en ai trouvé 3 avec des 42 formations référencées.
formation initiale, hein, bien sûr, sachant que ces données sont extraites des requêtes auprès de l'ONICEP, mais que ce moteur de recherche est amené à se développer. On va injecter de nombreux autres métiers par la suite. Donc voilà, alors on parlait de formation initiale, on va parler aussi de formation continue. Hein. Si on tape Lux sur cette fois-ci l'outil qui s'appelle Formation Grand Est, on va retrouver 16 formations. Avec le détail des organismes, de leurs programmes, etc. Si on va dans les actualités du portail, eh bien, on va retrouver une actualité qui concerne le prix Avenir Métiers d'Art 2025, puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Si on va sur un autre outil de ce bouquet de services numériques Orientest, c'est la chaîne YouTube Orientest, eh bien là, on va avoir plus d'une centaine de vidéos qui concernent les métiers d'art, puisque voilà, c'est aussi parlant pour les personnes de découvrir les métiers à travers des vidéos. On a aussi le site Expérience Pro pour retrouver tout ce qui est offre de stage, d'apprentissage, d'alternance. Et c'est pareil, j'ai indiqué comme mot-clé luxe. Et là, dans ce cas-là, on va retrouver une trentaine d'offres. Je vous invite à aller les voir ultérieurement. Et puis, je vous en parlais en introduction. Donc là, on était sur le portail Orientex accessible à tous les publics. On a Orientest Pro qui est une partie non connectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un mot de passe et puis d'un mail. Mais malgré tout, tout reste gratuit. Et donc, pour les pros sur la page d'accueil, eh bien, vous allez retrouver en avant le programme de professionnalisation, puisque Alice le précisait en introduction. Si vous êtes là, une partie d'entre vous aujourd'hui, c'est aussi en étant inscrit via le programme de professionnalisation. Vous redécouvrirez justement dans les ateliers sectoriels les autres replays des autres ateliers et une fois que celui-ci sera terminé et bien mis avec un lien YouTube, etc., vous allez le retrouver également. Et donc, tout un tas de ressources pour vous les professionnels. Et comme je ne veux pas tout développer aujourd'hui, mais que vous avez hâte de connaître l'ensemble du bouquet de services numériques Orientest, eh bien, sachez que chaque mois est organisée une session de sensibilisation aux outils Orientest. La prochaine a lieu après-demain. C'est pareil, c'est gratuit, c'est en ligne. Ça dure 2 heures. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent atelier sectoriel. Merci beaucoup Valérie, c'est au pas de course comme d'habitude, mais on retrouve bien toutes ces informations sur le site Orientest. Et j'invite Rachel Heitz à me rejoindre, chargée d'études au sein de l'OREF Grand Est. Bonjour Rachel, c'est à toi. Oui, bonjour. Ah, on t'entend mal. Là, vous m'entendez? Ah, on ne t'entend plus du tout là. Vous m'entendez? Oui, alors il va falloir que tu hurles parce que c'est lointain. Vas-y. Je vais faire un petit réglage sur le. Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, on va faire avec. Je suis Rachel Heitz, chargée d'études à l'OREF Grand Est, qui est l'Observatoire régional emploi-formation, financé par l'État et la région. Donc, je vais vous présenter des éléments sur les métiers et les formations des manufactures du luxe en Grand Est. Le luxe, c'est proposer des produits et des services haut de gamme à une clientèle à fort pouvoir d'achat. On l'a dit, il concerne différents domaines, donc je les ai relistés: horlogerie, bijouterie, mode, gastronomie, parfum, automobile, cosmétique par exemple. On va faire aujourd'hui le zoom sur ces 5 domaines. C'est les domaines qu'on a sélectionnés parce qu'on a des données chiffrées, assez importantes. Voilà. Donc pour commencer, le domaine de la maroquinerie qui regroupe l'ensemble des professionnels, fabricants et artisans qui produisent diverses pièces de maroquinerie, que ce soit les sacs à main, les bracelets de montre, les ceintures, les bagages, la sellerie. Quelques métiers spécifiques: les maroquiniers, les bottiers, les selliers, les patronniers. Donc il y en a un certain nombre. Et on a des manufactures d'exception en Grand Est, notamment les tanneries et encore les ateliers Échaume. Si on regarde les actifs de ce domaine, on a 6300 actifs qui occupent une profession dans la manufacture de la maroquinerie cuir, qui sont pour 43% des ouvriers de production non qualifiés, 32% des tailleurs couturiers qualifiés, 20% des artisans de l'habillement et du textile. On a 67% de femmes, part qui est nettement supérieure à la moyenne, tous métiers confondus. Une part de jeunes moins importante, 6%, et la part des 50 ans et plus est de 47%, donc plus élevée que la moyenne. Et 41,5% ont un diplôme de niveau 3.
Si on regarde les formations de ce secteur, on note qu'en Grand Est, en lycée et en CFA, il n'y a pas de formation spécifique en Grand Est, mais il existe quand même des formations, des CAP, maroquinerie, vêtements de la peau, un bac pro métier du cuir ou encore un BTS métier de la mode, chaussures et maroquinerie. En voie scolaire et en apprentissage, on a une vingtaine de sites de formation dans l'ensemble de la France. Et à noter aussi l'école des savoir-faire Hermès dans les Ardennes qui propose ces 3 formations spécifiques: artisan, piqueur polycompétent, artisan sellier, maroquinier, artisan cuir. En formation continue, le PRF de la région Grand Est propose 72 places de formation sur plusieurs métiers, des parcours vers les métiers piqueur, préparateur, maroquinier, des ouvriers dans la maroquinerie. Je passe au domaine de la verrerie-cristallerie. Donc là aussi, on a des métiers assez classiques: le verrier à la main, au chalumeau, décorateur ou encore l'agent de production, le responsable technique process, les responsables d'atelier, le chauffeur four. Et les manufactures en Grand Est, c'est Baccarat, Dôme, La Ligue, Saint-Louis ou encore le SIAV à Neisenthal. Les actifs dans la verrerie et la cristallerie, c'est plus de 14 000 actifs. Pour 90%, ce sont des modeleurs, mouleurs, ouvriers qualifiés du verre. Seulement 17% de femmes, une part de jeunes plus importante, 10%, et 32% de 50 ans et plus, et 43% ont un niveau 3 de formation. Donc ces formations, en formation initiale, plusieurs formations au CERFA à Vannes-le-Châtel, donc notamment en apprentissage, mais aussi en formation professionnelle. Des CAP, un BMA souffleur de verre, les CAP art du verre, du cristal, art et technique du verre. À Sarrebourg, au LP Labroise, le CAP art du verre, du cristal et aussi le BMA. Et à noter, à la rentrée 2025, un nouveau CAP qui va ouvrir à Romilly-sur-Seine au LP Diderot. Voilà, la formation continue, c'est 4 actions de formation, une quarantaine de places, des parcours vers les métiers d'art du verre. Je passe à la bijouterie joaillerie. Donc, on a là des métiers classiques, des métiers artisanaux qu'on connaît bien, les bijoutiers joailliers, les gémologues, les lapidaires, les orfèvres. Mais on a aussi des métiers de la création, les concepteurs, dessinateurs ou maquettistes. Et puis, la joaillerie de luxe implique aussi le besoin d'avoir des spécialistes dans le marketing, le management ou la communication de luxe. Les formations par apprentissage sont surtout proposées par le CFA des Chaux. On n'a pas de formation au lycée, donc c'est des formations d'art et technique de la bijouterie joaillerie, mais on a aussi d'autres diplômes dans des lycées et CFA hors Grand Est, des CA joaillerie, BMA bijoux, notamment au lycée Edgar Faure à Morteau. Et on peut citer aussi la haute école de joaillerie qui possède un site à Reims et qui propose des formations par alternance. Le PRF de la région, 2 actions de formation, 46 places qui proposent là aussi plusieurs formations. Je continue avec l'automobile de luxe. Donc, les métiers de l'automobile regroupent l'ensemble des activités de la conception d'un véhicule, la réparation, maintenance, vente. Donc, on a d'abord tous les métiers classiques de l'automobile, qui sont des formations socles, tout ce qui est mécanicien, responsable d'atelier, des ingénieurs en maintenance de véhicules, des carrossiers, des débosseurs, les métiers du commerce aussi, et puis les métiers plus spécifiques à l'automobile de luxe, comme le designer industriel, le vendeur automobile de luxe ou encore le maquettiste automobile. Les actifs, c'est plus de 16 000 actifs qui occupent une profession dans la maintenance. Là, on est sur la maintenance automobile. Plus de la moitié sont des mécaniciens qualifiés en maintenance, un quart d'artisans, mécaniciens, réparateurs auto. Seulement 3% de femmes, une part de jeunes beaucoup plus importante, 17%. Et la part des 50 ans et plus est moins élevée, 48% possèdent un diplôme de niveau 3. Les formations, donc, on voit là, vu les chiffres proposés, que les possibilités pour se former au métier de l'automobile sont multiples et partout en Grand Est, il existe des établissements de formation, des lycées professionnels et des CFA du niveau 3 au niveau 5, 4300 jeunes formés par la voie scolaire donc, et par l'apprentissage. Les CAP, bac pro, maintenance de véhicules, voitures particulières sont donc les formations de base qui permettent d'accéder à ces métiers du luxe. Et dans le supérieur, dans les universités,
On a aussi des BUT génie mécanique, master mécanique ou encore des diplômes d'ingénieurs spécialisés en mécanique, notamment LM6A de Mulhouse, UTT3 ou encore les mines ou Polytech Nancy qui proposent ces diplômes d'ingénieurs. Les techniciens supérieurs et les ingénieurs sont donc des profils qui sont particulièrement recherchés dans l'automobile de luxe. Et pour terminer, en formation continue, 16 actions de formation, 214 places proposées au niveau 3, niveau 4 pour les métiers, sauf mécaniciens, maintenance automobile. Voilà. Pour terminer, la broderie et la couture, je vais avoir ici que des données sur la formation. Donc, au lycée Paul Lapie de Lunéville, on a 2 formations, 27 jeunes en voie scolaire et apprentissage, et ne pas oublier aussi le bac pro métier de la couture et de la confection, sur lequel on a 260 jeunes qui sont formés dans 10 lycées du Grand Est. Et en formation continue, une session de formation qui propose une dizaine de places pour le BMA broderie. Eh bien, j'ai terminé cette présentation. Si vous souhaitez revoir le PowerPoint, il sera mis en ligne sur le site de l'ORES et il sera aussi accessible via ma page LinkedIn. Je vous remercie. Merci beaucoup Rachel. Et alors dans les messages, j'ai vu qu'il y avait une question de Gwenaël que je connais bien. Quand j'ai vu qu'il commençait à taper, je savais sa question. Et effectivement, il y a les secteurs du bois meublement, les métiers du bois meublement dans le domaine du luxe, de l'exceptionnel. On les a invités, on en a invité, on les a sollicités, ils n'ont pas souhaité venir. Et éventuellement, ce serait plutôt pour la rentrée, on referait un deuxième webinaire sur les métiers du bois et de l'ameublement. Et bien sûr, l'AFPIA sera conviée puisqu'on convie en fonction des thématiques et c'est l'incontournable. On est bien d'accord. Donc, c'est vrai que là, on a fait le choix en 1h30. Tout de suite, des manufactures se sont positionnées. Voilà, on reconduira l'expérience et on ressollicitera avec vous, Gwenaël, les manufactures de l'IFOL. Oui, et comme je le précisais, Alice, les 5 domaines qu'on a choisis, c'est des domaines pour lesquels on avait le plus de données à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Rachel et on retrouve tout ça sur le site OREF Grand Est. Je vous invite à aller voir le nombre de documents, de dossiers thématiques, c'est très intéressant. Merci beaucoup Rachel. Et maintenant, place en image à notre première entreprise. Nous allons découvrir une entreprise qui se situe entre l'Alsace et les Vosges, voire sur les 2 territoires. C'est parti. Alors justement, pour parler d'Orest Group, j'accueille Anne Maïda, directrice des ressources humaines au sein de Orest Group. Anne, si vous pouvez me rejoindre. Bonjour Anne. Ah, on ne vous entend pas, allez-y voir. Ah ben, moi, j'ai rien fait. Voilà, ça y est, c'est tout bon. Voilà. Bonjour Anne, alors on a vu dans le reportage, Orest Group, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter rapidement l'acteur, oui. Donc Orest est une manufacture qui appartient aujourd'hui au groupe LVMH et plus particulièrement à la maison Tiffany, qui a donc été elle-même rachetée par le groupe LVMH il y a maintenant 3 ans. Donc on est un acteur dans le domaine de la joaillerie. Et donc il y a plusieurs domaines qu'on appelle de l'access, de la moyenne joaillerie, de la haute joaillerie. En fait, ça fait référence au prix des produits en boutique. Et donc nous, avec l'ensemble de nos entités, on accède à tous les prix. Donc ça démarre à quelques centaines d'euros. Et de la haute joaillerie, on a des sites à Paris. On est en capacité de faire des pièces uniques qui ont des valeurs qui sont sans fin, qui font des fois plusieurs dizaines de millions d'euros. On est situé pour la partie Grand Est à Erstein, donc au sud de Strasbourg, et à Saint-Dié dans les Vosges. Donc comme vous avez vu sur le reportage, donc on s'est installé à Saint-Dié d'une manière très récente. Et alors on a d'autres sites dans le groupe à Paris et La Rochelle. On est fabricant made in France, totalement, c'est-à-dire que la joaillerie française aujourd'hui est vendue dans le monde entier avec un label made in France qui est extrêmement important pour les gens qui vont acheter de la joaillerie, et donc ça nous garantit aujourd'hui de rester sur le territoire français. Quelques chiffres, je vous ai juste donné quelques chiffres parce qu'on communique assez peu sur nous pour des raisons de sûreté, de confidentialité. On a environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 800 collaborateurs
Donc, un peu plus de 500 sur le site d'Erstein et près de 300 maintenant sur le site de Saint-Dié. Et donc, on est dans une fabrication en volume, hein, c'est-à-dire en série, avec environ 1500 bijoux fabriqués chaque jour et 3000 pierres serties chaque jour. Alors, on est dans des organisations, vous l'avez vu un petit peu sur le film. On a, nous, allié en fait des métiers industriels à des métiers manuels. Donc, c'est pas ce qu'on appelle de l'artisanat, mais ce sont plutôt des métiers manuels. C'est-à-dire qu'on a en amont de nos ateliers de production de la fonderie, avec différents types d'ateliers de fonderie, de l'usinage, donc du fraisage, du tournage. Et en aval de nos ateliers de production, on a de la bijouterie, du sertissage, du polissage. Donc, ce sont des opérations d'assemblage de composants, de petits composants de bijouterie. Et c'est du sertissage, donc sertissage de pierres de couleur ou sertissage de diamants principalement. Et du polissage, donc ça c'est une activité où les opérateurs, les polisseurs vont enlever toutes les impuretés liées à toutes les étapes de production et donner tout l'éclat au bijou. Donc en termes de métiers d'art, on est principalement sur ces 3 métiers d'art, bijouterie, sertissage, polissage. Voilà, donc pour vous donner un petit peu quelques informations un peu rapides. Voilà. Et justement, alors Anne, on a vu dans le reportage, est-ce que vous avez beaucoup de parcours de reconversion? Est-ce qu'on vient chez vous avec un passé professionnel qui est complètement différent de celui que vous proposez? Effectivement, alors nous avons énormément de salariés que nous avons recrutés dans le cadre de reconversion. En réalité, donc ce qui a été présenté précédemment, c'est qu'il y a des filières, mais très très peu de filières de formation initiale ou en apprentissage dans le Grand Est. En tout cas, il y a, que ce soit dans le Grand Est ou en France, pas suffisamment de filières pour fournir tout le marché de la joaillerie et du sertissage et du polissage. Donc nous avons, créé nos propres filières, nos propres écoles de formation, donc à la fois en interne et en partenariat avec France Travail et le Greta et d'autres structures. Et donc nous avons donc recruté massivement dans les dernières années et nous avons effectivement recruté tout type de profil. Et ce que nous constatons, c'est que nous avons beaucoup de succès avec des reconversions. Donc nous avons, je pense, environ 80% des personnes que nous recrutons, c'est des reconversions, donc des gens qui ont à la fois qui peuvent avoir pas de diplôme déjà, on a beaucoup de gens voilà qui sortent de la grande distribution ou de tout type de métier, ou alors on a des gens qui ont fait des formations ailleurs, des fleuristes, des prothésistes dentaires, des ingénieurs, des architectes, voilà. Donc des gens qui en fait se reconvertissent et reviennent vers des métiers qui sont des métiers de passion. Et donc on a beaucoup de monde voilà qui se reconvertissent et on a beaucoup de succès avec ces gens-là voilà qui retrouvent des métiers manuels et qui retrouvent des métiers, ce qu'on appelle les métiers d'art, dans lesquels ils peuvent pleinement s'épanouir. Donc on a beaucoup d'opportunités, on forme en interne. Donc voilà, les gens que vous pouvez qu'on va recruter, on peut venir chez nous sans aucune qualification, hormis voilà, savoir écrire, lire, compter, avoir de la dextérité manuelle, être OK pour avoir un poste assis, ce genre de choses, mais disons qu'on a vraiment tout un parcours avec des formateurs internes qui sont capables de prendre en charge toutes les personnes qui ont la volonté de faire ce type de métier. Et peut-être que c'est une question idiote, mais si je me présente chez vous dans le cadre d'un parcours de reconversion, est-ce qu'il faut que j'ai un casier judiciaire vierge? Oui, alors nous sommes dans un environnement un peu particulier. Nous avons du métal, des diamants, de l'or, du platine en volume. Donc effectivement, chez nous, il faut, voilà, on a des critères de recrutement qui sont assez stricts et entre autres, il faut un casier judiciaire vierge impérativement. Il faut faire preuve de beaucoup de confidentialité, c'est-à-dire qu'on travaille sur des bijoux exceptionnels, mais on peut pas en parler à la maison. Voilà. D'accord. Ça veut dire que vos salariés, ils savent pour qui ils travaillent, mais ils n'ont pas le droit de dévoiler le nom du client. C'est ça. Effectivement, nous travaillons pour les grandes maisons de la place Vendôme, les grands groupes, quasi tous les clients de la place Vendôme. Et donc, mais nous ne les citons pas. Non, en réalité, nous avons des accords de confidentialité avec nos clients lorsque, voilà. Et donc, nous devons et nos salariés doivent respecter ce type de confidentialité. C'est-à-dire que le client qui va acheter un bijou d'exception dans une boutique
à New York, voilà, Park Avenue, eh bien, il va imaginer que ça a été fait par un petit artisan, mais peut-être pas à Erstein ou à Saint-Dié dans les Vosges. Voilà. Donc, effectivement, ça fait partie des choses voilà, sur lesquelles on discute avec nos salariés, et nos salariés le jouent au jus, hein. Ça se passe toujours très très bien, mais ça fait partie. Alors, Catherine vous pose la question, est-ce que vous recrutez des personnes de plus de 50 ans? Oui, alors ça, sans aucun Catherine, vous problème. allez être heureuse si vous avez plus de 50 ans, donc vous Alors, pouvez... on en a beaucoup, hein, donc on en a sur le site de Saint-Dié aussi. Alors, en réalité, nous, on recrute des profils. Alors, c'est vraiment le cas. On recrute des profils, on recrute des gens qui ont de la dextérité. On recrute beaucoup, beaucoup de gens, même à l'extérieur. On recrute beaucoup à l'étranger parce qu'on ne trouve pas les profils en France. Donc, on a 42 nationalités chez nous. On a tous les âges, voilà, toutes les cultures. On est capable de recruter d'ailleurs toutes les cultures et beaucoup, beaucoup de langues étrangères parce qu'on a beaucoup d'étrangers chez nous qui sont capables de former beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Arméniens, enfin, tout type de profil. Donc, il n'y a aucun problème en termes d'âge. Et puis, bon, ce sont des postes qui sont des postes assis. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de pénibilité, on va dire, particulière, hormis le travail, quoi. Alors, on a également Florian qui est agent territorial qui veut nous quitter et faire une formation donc de bijoutier, je suppose. Est-ce qu'au terme de la formation, on est certain que d'avoir un emploi chez vous si on fait la formation, si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on lâche tout, mais est-ce que si on fait la formation, on est certain de pouvoir être embauché à l'issue? Oui, toutes les personnes que nous, on suit, en réalité, on accueille chez nous énormément d'apprentis. On a 30-35 apprentis chez nous. On fait des formations avec le lycée d'Erstein en CAP. On fait des formations à Saint-Dié dans le cadre voilà, d'une formation de 7 mois qui débouche sur un CQP. Voilà, on prend voilà, tous les gens, on prend des Erasmus. Voilà, donc toutes les personnes que nous, on prend dans les parcours de formation sont garanties d'avoir un emploi derrière. On les embauche dans la mesure où les gens, où ça s'est très bien passé en formation, on embauche les salariés derrière, bien entendu. D'accord. Alors, je m'adresse là à Sandra qui a des problèmes de son, qui ne nous entend pas. Donc, OK, elle va actualiser son PC. Dernière question. Je rentre chez vous comme certisseuse. Est-ce que je peux évoluer au sein du groupe? Est-ce que il y a des possibilités d'être sur un autre poste à terme? Oui, alors nous avons, en fait, notre entreprise, c'est quand même une grosse structure, donc nous avons beaucoup de possibilités d'évolution. Donc soit les personnes qui viennent chez nous et qui font une formation, qui ont un métier d'art, soit vont évoluer techniquement, donc vers des produits plus complexes, vers des activités différentes de développement de produits ou des choses comme ça, donc évoluer vers des méthodes de l'industrialisation, de l'expertise métier, ou alors les personnes peuvent s'orienter vers du management, de l'encadrement d'équipe. Donc, on a des structures d'entreprise et de production. Un opérateur peut devenir ce qu'on appelle chez nous un team leader ou alors un superviseur, etc. Ou alors, les personnes chez nous peuvent aussi changer de service. On a des personnes qui s'orientent vers de la qualité ou qui s'orientent vers d'autres services. Donc, on a énormément, enfin, toutes les personnes, quasiment tous nos postes encadrants, ce sont des personnes qui étaient avant en production ou ailleurs. Donc, on a beaucoup de possibilités d'évolution. On publie tous les postes en interne pour qu'il y ait de la communication. Et il y a aussi des opportunités, du fait que nous sommes un groupe, il y a des opportunités au sein de notre groupe à nous, donc à la fois à La Rochelle et à Paris, pour ceux qui ont envie de se rapprocher de l'océan. Ou alors, on a même des opportunités au sein du groupe LVMH, parce qu'on a beaucoup de mobilité interne au sein du groupe et on communique beaucoup en interne. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Merci beaucoup, Anne. Et décidément, ce webinaire, mais on s'en doutait, suscite énormément de questions. Alors, j'ai Thierry qui vous pose la question, est-ce que les postes sont en horaire de journée? Alors, ça dépend où on travaille. Il y a des postes à Erstein en horaire de journée, il y a des postes en 2x. Sur le poste de Saint-Dié, on est beaucoup plus en 2x8. D'accord. Et j'ai Christine Demangeon qui nous pose la question suivante. Quelle différence, alors je préfère que ce soit vous qui expliquiez la différence entre bijoutier et sertisseur et polisseur. Alors, un sertisseur, c'est quelqu'un qui va sertir des pierres ou des diamants sur des produits. Donc, ça veut dire qu'il va apposer une pierre pour qu'elle tienne. C'est comme les solitaires, que vous avez une bague. Donc, le sertisseur, c'est celui qui va manipuler des pierres
et des diamants et les apposer sur les produits. D'accord? Le bijoutier, c'est lui qui va faire l'assemblage du bijou. Donc, il va travailler le métal principalement et il va faire des opérations d'assemblage, de façonnage, de limage, de sciage, etc. Voilà. Le polisseur, c'est celui qui va ensuite utiliser ce qu'on appelle un tour à polir c'est comme s'il va faire du ponçage dans un autre langage, si vous voulez. C'est du polissage chez nous, mais c'est un peu comme du ponçage. Et en fait, il va utiliser un tour à polir qui va enlever toutes les impuretés et donner l'éclat au bijou. Donc, ce sont 3 métiers qui se rejoignent parce qu'ils travaillent tous le produit, mais qui sont quand même différents. C'est pas les mêmes formations. Effectivement, et je crois qu'on retrouve toutes ces informations sur le site. Sur le site, on trouve beaucoup d'informations, tout à fait, concernant ces 3 métiers. Et il y a des fiches de poste qui existent effectivement sur les différents sites France Travail. Ouais. Donc, j'avais des auditeurs qui sont intéressés pour leur public ou pour eux-mêmes, s'ils souhaitent, d'aller sur votre site. On vous contacte pour postuler. Voilà, les postes sont, je suppose, affichés dans le cadre des Alors, recrutements. effectivement, vous pouvez aller sur notre site. On a une adresse, c'est recrutement@orest.fr sur notre site. Et vous pouvez postuler, tout à fait. Vous pouvez nous écrire, on vous répond, il n'y a aucun problème. On a des postes ouverts sur tous nos sites. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des dossiers. Et puis, même si vous cherchez des filières de formation, si vous ne les avez pas trouvées, n'hésitez pas à nous questionner. On peut vous orienter vers toutes les filières de formation que nous on connaît. Merci beaucoup, Anne. Et est-ce que vous Merci à diriez, vous. pour terminer, quand même, est-ce que les salariés ont une fierté de travailler pour ce groupe-là? Oui, alors effectivement, et c'est des choses on est très fiers, nous, d'avoir pu développer ça, c'est-à-dire que chez nous, ce sont pas des opérateurs classiques, parce que ce sont des opérateurs qui travaillent sur des bijoux d'exception, des bijoux d'excellence, et donc nos salariés à nous, et même un sertisseur de diamants, je veux dire, quand on parle à la maison et qu'on dit qu'on est sertisseur de diamants, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc nos salariés sont vraiment très très fiers, et on le voit quand on va dans les ateliers, ils sont très très fiers du métier qu'ils ont appris chez nous et qu'ils peuvent montrer aux visiteurs lorsqu'ils viennent chez nous. Donc c'est vraiment, on a développé sur le bassin de Saint-Dié particulièrement près de 300 emplois sur un bassin qui est en transition, et ça se passe très très bien, et voilà, les salariés sont extrêmement fiers, tout à fait. Merci beaucoup, Anne, pour beaucoup, votre intervention. C'était très enrichissant. Et je vous propose de découvrir en images notre deuxième manufacture d'exception. J'invite Florent Lidji, DRH de Bugatti, à nous rejoindre. Alors, comme d'habitude, Bugatti déchaîne les foules, et c'est normal. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, disait Ettore Bugatti, son fondateur. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Florent Lidji, représentant de l'une des marques les plus emblématiques de l'histoire automobile, c'est-à-dire Bugatti. C'est la seconde fois, Florent, que vous acceptez de nous faire découvrir d'exception et l'héritage prestigieux de la marque. Alors, vous êtes DRH au sein de Bugatti à Molsheim, et depuis votre première intervention, on vient de voir la petite dernière. Elle s'appelle comment, Florent? C'est la Tourbillon qui a été présentée officiellement depuis Molsheim en juin de l'année dernière. D'accord, super. Et il y avait une question pour vous dans le quiz. Donc, la Tourbillon, elle va être produite, ou elle a été produite, à combien d'exemplaires? Alors malheureusement, les résultats du sondage sont pas très bons, sont pas très exacts, puisqu'en fait la réponse exacte est 250. La production va démarrer en 2026, donc pour 250 exemplaires qui sont fabriqués ici sur Molsheim. Donc sur le site de Molsheim, donc on est fiers de dire que les Bugatti sortent vraiment du site de Molsheim. Donc je vous laisse, Florent, comme d'habitude, nous présenter Bugatti Automobile, et après on verra pour les questions RH. C'est à vous. Merci à vous et bonjour à toutes et à tous. Donc ravi effectivement de participer pour la deuxième fois à ce type de webinaire pour vous faire découvrir un petit peu plus en détail l'univers de Bugatti Automobile. Alors pour vous présenter déjà dans un premier temps l'histoire de la marque, je vais le faire de façon relativement rapide. Vous le savez sans doute, donc Ettore Bugatti, qui était d'origine italienne, s'est installé en 1909 pour créer donc les manufactures Bugatti, donc ici sur Molsheim, et a développé son activité automobile, notamment à travers la célèbre Type 35, qui était un véhicule de course
qui a été présentée en 1924 et qui aujourd'hui encore est détentrice du record du nombre de victoires en course automobile. Alice en a un certain nombre derrière elle en fond d'écran. Beaucoup sont exposés encore aujourd'hui au musée de l'automobile de Mulhouse. Bien entendu, la célèbre Bugatti Royale qui a été présentée en 1926, qui était à l'époque la voiture la plus luxueuse, la plus chère, la plus puissante, la plus confortable de son époque. Malheureusement, la production s'est arrêtée en 1956, après-guerre, Ettore a perdu son fils dans un accident de la route tragique, plus la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, malheureusement, voilà, l'entreprise n'a plus l'éclat qu'elle avait à ce moment-là. Reprise en 1991 par un artisan italien, Monsieur Artioli, avec la présentation de la Bugatti EB110 et la création d'une manufacture en Italie, puisqu'il était d'origine italienne. Malheureusement, à nouveau, fermeture de l'entreprise puisque crise financière et M. Artioli n'avait pas les reins assez solides financièrement pour pouvoir assurer la suite. Mais ça avait éveillé l'œil d'un certain Ferdinand Piëch, qui était le patron du groupe Volkswagen de l'époque, et donc qui a décidé à ce moment-là de racheter la marque Bugatti en 1998, et surtout pour nous Alsaciens, de racheter également tout le domaine de Molsheim, notamment le château Saint-Jean, les remises, etc., et de créer un tout nouveau projet qui a abouti en septembre 2005 avec l'inauguration de notre tout nouvel atelier, et surtout la création de la Bugatti Veyron, qui à l'époque a créé le segment des hypercars. La production de la Veyron s'est achevée en 2015, présentation de la successeur en 2016, la Chiron. Et puis, une étape importante également dans notre histoire, c'est la création du groupe Bugatti Rimac avec la sortie de Volkswagen et donc la reprise partielle par l'entité croate Rimac spécialisée dans les hypercars électriques, mais aussi dans tout ce qui est système d'hybridation pour l'automobile, notamment de luxe. Et puis, Alice le disait, en 2024, donc présentation de notre nouveau modèle, la Tourbillon, ici à Molsheim, avec le démarrage de la production en 2026, mais également en 2024, une année également importante. On l'a vu en toute fin de vidéo, puisque c'était le record du monde de la Bugatti Mistral, qui est le découvrable le plus rapide au monde, avec une vitesse de 453 km/h qui a été atteint par ce véhicule, donc construit ici sur Molsheim. Voilà pour l'histoire de Bugatti. Alors, je parlais du groupe Rimac. Pourquoi la création de ce groupe? En fait, ça a été pour regrouper, ça a été une volonté de Volkswagen, mais aussi de Porsche, qui reste actionnaire de l'entité, de créer le groupe avec les meilleurs hypercars au monde, à la fois Bugatti Automobile, donc avec plus de 110 ans d'expertise, la création, on le disait, d'un nouveau segment automobile avec la Veyron, et puis la Chiron et les successeurs qui ont créé de nouveaux repères sur le segment des hypercars. Et Rimac Automobile, qui est moins connu aujourd'hui, qui se développe, qui est la première hypercar 100% électrique, qui a à son actif également plus de 30 records du monde, notamment d'accélération et freinage, et qui est un partenaire technologique pour les constructeurs automobiles, notamment dans le domaine de l'hybridation et de l'électrification. Alors maintenant, pourquoi Bugatti est incomparable et ce qu'on va rechercher aussi chez nos collaborateurs ou futurs collaborateurs, bien sûr, c'est de faire vivre un héritage légendaire, même s'il y a eu des interruptions. La marque Bugatti a toujours vécu aussi, notamment à travers les différents clubs qui existent à travers le monde. Il y en a un qui est très actif ici en Alsace, ce sont les enthousiastes Bugatti Alsace, mais la marque Bugatti a continué à vivre. Et donc, il y a plus de 100 ans d'histoire de la marque. On a aujourd'hui un environnement de travail qui est relativement neuf, puisque l'atelier a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est aussi sur un nouveau bâtiment administratif qui a été inauguré l'année dernière. On va démarrer la construction d'une extension de l'atelier à partir de cette année. Et donc, on est effectivement dans un environnement de travail qui est très, très bon et qui favorise aussi la collaboration et l'apprentissage continu. Et puis, bien sûr, une mission qui est inspirante puisque, sans paraphraser ma collègue qui est passée avant, Anne Meida, sur Orest, on est aussi sur le fait de travailler sur des produits qui sont exceptionnels. Et c'est vrai que là aussi, rentrer à la maison le soir en disant, voilà, j'ai fabriqué ou j'ai participé à la fabrication de la voiture qui a battu le record du monde, ou j'ai participé à la fabrication de la voiture noire qui est la voiture qui était la plus chère du monde à l'époque. Voilà, c'est aussi quelque chose
dont nos collaborateurs sont très fiers, bien entendu, aujourd'hui. Alors sur le site de Molsheim, on est un site qui est pas très grand, hein, en termes d'effectifs, puisqu'aujourd'hui, on va le voir après, on est à peu près 170-180 salariés, qui est composé à la fois de la partie historique, le château Saint-Jean, les remises, où on va accueillir nos clients, puisque beaucoup de nos clients viennent sur site, notamment signer les contrats ou configurer leur véhicule, voire prendre livraison de leur véhicule. Et puis on a la partie moderne avec l'atelier de production des véhicules. Maintenant, si on passe sur une présentation, alors qui est sans doute moins connue de Bugatti Automobile, mais comment ça se passe en termes de ressources humaines, et puis également quelques chiffres clés à vous donner. On est aujourd'hui donc 175 salariés sur le site, dont 7 apprentis, quelque chose que je suis fier d'avoir remis en place, parce que ça tenait à cœur à Ettore Bugatti à l'époque, depuis mon arrivée chez Bugatti. 26% de femmes, alors beaucoup sur les services support, on n'en a pas assez ou pas beaucoup en tout cas, et donc pas assez en production, donc appel à candidature, hein, si jamais il y a des personnes intéressées. Un âge moyen qui est de 40 ans, donc voilà, plutôt relativement jeune, une ancienneté moyenne de 7 ans et demi. L'entreprise a été recréée il y a 20 ans, hein, et on a beaucoup embauché, comme vous le voyez sur le graphe à côté. Donc ancienneté moyenne de 7 ans. Et puis, à savoir également qu'on accueille des stagiaires, à peu près une quinzaine tous les ans, pour des cursus sur des formations un peu plus longues, puisqu'on est sur des formations de 4 à 6 mois à peu près en termes de stage. Alors les valeurs qu'on va rechercher, bien entendu, c'est l'excellence et le souci du détail. Quand on va livrer à un client un véhicule qui va coûter 3, 5, 10 millions d'euros, on n'a pas le droit à l'erreur, et donc ce qui va sortir de chez nous doit être vérifié dans les moindres détails et revérifié et encore revérifié. Et donc on attend de nos collaborateurs, qu'ils s'engagent à ça et qu'ils participent à l'excellence de Bugatti. Pour faire ça, bien sûr, il faut qu'on soit tous engagés et on s'efforce d'aller le plus loin possible pour offrir à nos clients le maximum possible, mais ça requiert bien entendu à ce qu'on ait des collaborateurs qui soient engagés au sein de l'entreprise. Et pour ça, ce qui aide, c'est d'être passionné par la marque, alors au moins par l'automobile, mais encore plus par la marque. Et on recherche également des candidats qui sont passionnés d'automobile, passionnés d'hypercar, passionnés par la marque Bugatti. Et donc, c'est l'alliance des trois, hein, qui est recherchée chez nous dans notre process de recrutement. Alors, quelques postes qui sont actuellement à pourvoir, pour vous donner aussi un aperçu de ce qu'on peut rechercher à aujourd'hui. Ça peut être des personnes qui travaillent directement sur le montage des véhicules, ce qu'on appelle les techniciens automobiles, polyvalents, mais on peut aussi avoir des techniciens automobiles sur la mécanique, on peut avoir des techniciens automobiles sur la carrosserie et autres. On peut avoir du covering, c'est-à-dire les films qu'on va appliquer avant essai route ou pour les clients. On peut avoir de la comptabilité, on va avoir de la maintenance, on peut avoir de la logistique comme l'approvisionnement ou des magasiniers caristes. Mais sur site ici à Molsheim, on a l'ensemble des métiers qui sont représentés, comme dit, que ce soit de la technique, de la fabrication des véhicules, la prévente bien entendu, puisqu'on réalise aussi la prévente des véhicules ici sur Molsheim. Donc voilà, tout est ouvert. Et puis sur les stages, je le disais précédemment, on a la partie donc formation longue, 4 à 6 mois, dans les domaines de la communication, de la gestion des opérations, de l'ingénierie de formation, de la logistique, de l'approvisionnement et autres. Et on renouvelle régulièrement ces différents postes qui sont à pourvoir ou ces différents stages. Et donc vous avez toutes les infos. Alors je crois que le lien ne sera pas actif dans le PowerPoint, mais vous pouvez aller sur le site bugatti.com, vous allez sur la page carrière et vous retrouvez l'ensemble des offres qui sont très régulièrement mises à jour. Et si jamais vous voulez postuler ou poser une question, n'hésitez pas, l'adresse mail est ici. Alors elle est en anglais, c'est recruiting@bugatti.com. Voilà. Alors justement, Florent, parce que vous nous dites là tout ça en anglais, est-ce que l'anglais ou l'allemand ou l'italien, je ne sais pas, sont des langues incontournables pour postuler chez Bugatti. C'est-à-dire, je veux être technicien automobile polyvalent. Est-ce que si je ne parle aucune langue étrangère, c'est quand même envisageable? Alors, ça peut être envisageable sur les postes de production, même si on va demander aux personnes de pouvoir se former à un moment donné, parce qu'un certain nombre de nos documentations techniques peuvent être en anglais, puisque sont conçues avec le groupe Rimac, qui lui est croate. Donc forcément, les documentations vont être en anglais. Maintenant, pour des personnes qui travaillent vraiment en production, c'est pas
quelque chose qui va empêcher de postuler, hein. Si quelqu'un est très très bon dans le domaine automobile et ne parle pas anglais, je préfère ça que quelqu'un qui parle très bien anglais et qui a une expérience moyenne. Ensuite, sur tous les autres postes, que ce soit la compta, les RH, la logistique, le commerce, bien entendu, etc., là, l'anglais de façon bilingue est indispensable. Et là, j'ai une question. Merci pour ces précisions, Florent. J'ai une question de Mathieu qui demande le passage à une technologie hybride avec la tourbillon Oui. représente-t-il, donc le passage à une technologie hybride, représente-t-il de gros changements en termes d'industrialisation et quels sont les corps de métier les plus impactés par cette transition? Alors oui, effectivement, ça implique une transition technologique déjà, puisque jusqu'à présent, hein, les bases Véron-Chiron n'étaient pas du tout électrifiées. On a la chance d'avoir le groupe Rimac du coup qui nous soutient, puisque eux ils sont spécialisés là-dessus. Les principaux métiers qui vont être impactés vont être la production, la logistique et la prévente, puisque sur la production on va rajouter une étape dans la production, hein, avec toute la chaîne cinématique hybride, le moteur électrique. Donc là, on va rajouter des choses et donc on a formé déjà, on est en train de former nos techniciens automobiles autour de l'électricité. Sur la prévente, bien entendu, hein, c'est clair que quand il va falloir faire l'entretien d'un véhicule hybride, c'est différent d'un véhicule 100% thermique. Et puis, je parlais de la logistique aussi, parce que pour le stockage des pièces, hein, vous le savez sans doute, les batteries, ce sont des pièces qui sont très sensibles et donc on forme et on va former encore davantage nos caristes et nos logisticiens sur ce plan-là. Donc oui, c'est un vrai changement effectivement pour nous et des compétences supplémentaires qu'on va apporter à nos employés. Et est-ce que travailler chez Bugatti, ça demande un savoir-être? Alors oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement sur la passion, l'engagement, l'excellence, mais également la confidentialité, hein. Ariane Meida en avait parlé tout à l'heure. On tient beaucoup à la confidentialité, nos clients y tiennent également énormément pour un certain nombre. Et donc là aussi, quand on rentre à la maison le soir, on ne dit pas tiens, j'ai travaillé sur la voiture qui sera livrée à monsieur ou madame X. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a souvent des visites de clients donc qui viennent du monde de l'ultra luxe, qui côtoient des maisons de luxe ultra réputées. Et donc, quand les clients viennent en production, viennent dans les différents services, il faut avoir aussi une certaine retenue, un certain savoir-être, ne serait-ce que de dire bonjour, d'être poli, d'être respectueux, etc. Hein, voilà. Et est-ce que depuis quelques années, vous avez vu une évolution parce que votre vidéo, c'est la marque, hein, la marque. Je trouve que c'est vraiment très fort et c'est exactement ça. Bugatti, c'est la marque et ça devient vraiment quelque chose qui prend une ampleur, une puissance en termes d'exception, de ultra luxe. Et est-ce que vous trouvez que ça évolue justement? C'est quelque chose qui monte en puissance, cette ultra luxe. Alors oui, alors l'Aveyron était déjà, hein, il y a 20 ans dans l'ultra luxe, mais la notoriété de la marque devient maintenant énorme. Pour vous citer un exemple, le lancement de la Tourbillon a été l'événement le plus vu dans le monde automobile au niveau des différents réseaux sociaux, puisqu'on a fait plus de 1 milliard de vues. Et donc, devant Ferrari et autres qui ont quand même une notoriété et un volume qui était énorme. Et donc, on a vraiment été surpris de cet engouement. Et le deuxième exemple que je pourrais citer, c'est le fait que la Tourbillon, les 250 exemplaires, hein, prix de base 3,8 millions hors taxe, se sont vendus en très peu de temps. Et qu'on a une liste d'attente derrière de clients qui souhaiteraient pouvoir en avoir une, mais voilà. Et donc, oui, effectivement, la marque a pris maintenant une notoriété qui est très très forte, que ce soit en Alsace, mais bien sûr dans le monde entier. Merci beaucoup, Florent, pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à aller sur votre site. Et puis, je tiens à le repréciser. Voilà, on est dans effectivement le luxe, l'ultra luxe, mais c'est ce qui fait vivre aussi nos territoires, même si on ne peut pas s'offrir un rétro d'une Bugatti. Et là n'est pas la question, justement, mais c'est vraiment, ça fait briller le savoir-faire français et du Grand Est. Voilà, c'est pour ça que on évoque les métiers du luxe. C'est vraiment
Voilà. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Non. De toute façon, on retrouve toutes ces informations sur le site Bugatti et il y a des postes à pourvoir et des stages également. Mais l'incontournable, c'est l'anglais, surtout pour les stages, je suppose, les stages également. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. tout à fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Attendez, je regarde. Oui, encore des questions pour Florent. Christelle me dit, il y aurait peut-être une question pour Florent. Je ne vois pas, parce que il y a un décalage apparemment. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, on a des questions, elles viennent juste apparaître, je suis désolée. Florian vous pose la question. Les formations aux langues peuvent-elles se faire par le biais de l'entreprise Bugatti? Alors oui, on forme, que ce soit en anglais ou en français, parce qu'on accueille aussi un certain nombre de personnes qui viennent de pays hors France, et donc on propose un certain nombre de formations. Après, une fois qu'on a fait un certain volume d'heures, on peut regarder pour un arrangement mutuel, notamment via le CPF, mais initialement, on va former sur le budget de l'entreprise. Oui. D'accord. Nathalie vous pose la question, je la comprends, et je me mets avec elle pour vous poser, je me joins, pardon, avec elle pour la question. Organisez-vous des visites de l'usine à Molsheim? Alors non, malheureusement, il n'y a pas de visite. Déjà parce que le produit est sensible, hein, une rayure, quelque chose peut vite coûter très cher. Et puis d'autre part, on a aussi à un moment une production qui doit se faire et donc on ne peut pas tout le temps déranger. On a effectivement beaucoup de clients, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent eux nous rendre visite. Alors on l'avait fait pour les 110 ans, hein, où il y avait une porte ouverte alors sur préinscription. Peut-être qu'on le refera un jour, voilà. Bon on reste à l'affût, bien entendu. Nathalie qui a posé la question, je reste à l'affût avec vous. Peggy pose la question suivante. Bonjour, avez-vous des besoins spécifiques de recrutement sur des profils pénuriques? Alors, sur des profils pénuriques, avez-vous besoin de recrutement? Je réponds à votre place oui. C'est-à-dire, quels sont les profils pénuriques pour vous chez Bugatti? Quels sont les postes les plus complexes en général sont des postes pour lesquels on va viser des profils internationaux. Ça peut être des ingénieurs très spécialisés dans le domaine de la qualité. Ensuite, ça peut être les postes liés à tout ce qui est vente, où là, on va plutôt rechercher une expérience internationale. Et donc, du coup, on a toute la mobilité internationale qui va être plus complexe. Pour le reste, on n'a pas spécifiquement de postes pénuriques, en tout cas par rapport à la marque Bugatti. Hein. On reçoit, comme vous pouvez l'imaginer, énormément de candidatures. Voilà, pas spécifiquement de profil pénurique à ce jour. D'accord, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, ça a l'air tout bon. N'hésitez pas, chers auditeurs à poser et auditrices, à poser vos questions dans l'onglet questions et à tout moment, nos intervenants peuvent revenir y répondre. Merci beaucoup, Florent. Pour votre intervention, toutes ces précisions, on est vraiment ravis. Allez, on y croit à une troisième fois, peut-être avec un modèle tout électrique, j'espère. On verra bien. Donc voilà. Merci, puis j'accueille votre homologue de la manufacture Lalique. Restez avec nous, Florent, justement parce que j'avais quelque chose pour Daniel Port, qui est directeur de la manufacture Lalique. Alors, Daniel, quel est le point commun avec Bugatti, Lalique Bugatti? On a des projets communs, on en a déjà eu pour le passé. On en a actuellement avec, je ne sais pas s'il est confidentiel, mais c'est pour une grande marque d'horlogerie sur lequel on va allier notre savoir-faire avec justement des modèles de Bugatti emblématiques. Et ça doit sortir, je crois, fin d'année ou l'année prochaine. Mais on est en train de terminer la fabrication. Mais on en a eu par le passé. L'éléphant dansant, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. C'est l'éléphant dansant? Il va faire partie justement de cette horloge. Présentation. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai voulu faire le lien. Merci beaucoup Florent et place à Lalique. Merci, à bientôt, au revoir.
Merci. C'est à vous, Daniel. Alors, vous êtes directeur de la manufacture Lalique et je vous laisse nous présenter rapidement la manufacture. Oui. Alors déjà, Lalique, c'est d'abord un nom, c'est René Lalique, qui était donc le créateur et un des pionniers de l'art nouveau et de l'art déco. Donc la manufacture, elle date de 1922. Elle a été implantée en Alsace à Wingen-sur-Moder, juste après la guerre. Alors pourquoi il est venu s'installer là? Parce qu'à la base, René Lalique est originaire de Champagne. Et il est venu parce que, bah, à l'époque, quand la France a récupéré l'Alsace et la Moselle, il y a eu des facilités justement pour pouvoir s'installer. Et en plus, toutes les matières premières étant sur place, puisque à l'époque, René Lalique utilisait le verre et pas le cristal, il avait tout sur place. Donc aujourd'hui, bah, les produits Lalique sont recherchés. Tous les produits qui ont été faits justement à l'époque, qui datent de René Lalique, sont très recherchés et se vendent très cher aux enchères. Et il y a plus de 40 musées à travers le monde dans lesquels on peut retrouver ces pièces. Et bien sûr, le fameux musée Lalique qui se trouve à Wingen-sur-Moder, dans la commune où se trouve la manufacture. Donc, en termes de savoir-faire, voilà, quand on dit Lalique, ça reste une référence. Alors, on a la chance dans l'Est parce qu'on a des confrères aussi très, très réputés comme Baccarat ou Saint-Louis avec qui on est en étroite collaboration pour certains projets. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a des deadlines à venir sur la transformation du cristal et sur sa composition. Donc on est vraiment un acteur majeur, nous, sur le monde de l'art décoratif. On est bien sûr Made in France. C'est la seule cristallerie Lalique se trouve à Wingen-sur-Moder en France. Il y en a pas d'autres. Et donc sur le site de Wingen-sur-Moder, on est plus de 300 personnes. On a une équipe de création intégrée qui se trouve à Paris au siège. Le siège de Lalique SA se trouve à Paris. Et on a différents corps de métier qui vont donc en ayant deux grands corps principalement, qui est la partie verre froid et la partie verre chaud. Bien sûr, on commence par la partie verre chaud avec différentes techniques, avec l'image d'Épinal, avec les souffleurs de verre, des techniques de moulé pressé. C'est une technique qui a été inventée par René Lalique, et de l'injection. Donc, ce sont différentes techniques qu'on maîtrise depuis très longtemps et qu'on perpétue dans la transmission. C'est très important pour nous. Sur le site, on a 5 meilleurs ouvriers de France, 2 à l'atelier verre chaud et 3 à l'atelier verre froid sur de la taille sculpture. Que dire de plus? On a sur le poste, on a beaucoup de dames aussi sur le site, principalement bien sûr sur la partie déco. Donc on voit sur la photo en haut à droite où on vient tamponner de l'or, on tamponne du platine, on peut faire ce qu'on appelle du bitumage, on va faire de l'émaillage, donc du lustrage, beaucoup de techniques, soit que nous avons développées nous-mêmes ou qu'on a adaptées. Et donc ça demande d'être très minutieux. Et puis donc on a souvent du recrutement, on a du recrutement perpétuel sur ces postes-là, puisqu'on a quand même beaucoup de demandes suivant les collections. On sort 2 collections par an, toujours sous la direction de la création qui est dirigée par Marc Larmineau à Paris. Alors lui, c'est un peu le garant de l'esprit Lalique. La particularité des produits Lalique, j'en ai pas parlé, comme on le voit à gauche et à droite sur les 2 pièces, ou les pièces qui sont derrière moi, que l'on voit derrière moi. La particularité des produits Lalique, c'est qu'on joue entre les parties opaques et les parties transparentes. Donc les parties satinées et les parties transparentes, en leur donnant du relief, on se détache un peu des produits de nos confrères comme Baccarat et Saint-Louis qui sont plus spécialisés dans la taille. On fait des pièces aussi qui sont beaucoup plus massives. Donc dans la fabrication, ça demande d'autres process.
Peut-être revenir voilà, sur les diapos. Donc on a deux techniques avec un four à pot qui est un petit peu la technique ancestrale qui date de René Lalique, avec un pot avec un four qui fonctionne au gaz et qui nous permet de faire des couleurs, et un four à bassin, four électrique. Alors nous on en est à notre 3e four à bassin qui ne fait uniquement que du cristal incolore. Peut-être avancer. Hop là. Pardon. Je reviens. Oui, excusez-moi, j'avais le micro. Ah On non, va c'est moi. peut-être pas détailler toutes les Non, slides parce qu'il y en a non, énormément. On vous a oui, mis. je vais passer assez vite sur les produits. Après, Ouais, c'est juste, je reste plus sur la d'accord. base de l'usine pour l'instant. Donc voilà, on voit sur le site aujourd'hui, c'est vraiment le site historique avec la partie derrière qui a été rajoutée. Il y a des parties qu'on voit pas sur la photo. Il y a à peu près 40 000 mètres carrés sur le site. Donc on a plusieurs piliers, bien sûr la cristallerie avec les objets décoratifs. Donc là avec 3 pièces emblématiques, le vase Mossy, le vase Bacchante et la coupe Champs-Élysées, bien sûr qu'on adapte à un petit peu toutes les sauces, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter pour faire des carafes, des verres, des gobelets. On a la partie architecture intérieure, ce qu'on appelle la Lalique Interior Design, avec la partie luminaire et mobilière, où on fait des pièces voilà, qui peuvent coûter très cher. On a des pièces qui peuvent monter à 250-300 000 euros sur certains lustres, qui peuvent être très volumineux. On a un lustre qu'on a exposé au salon à Milan dernièrement dans un grand hôtel qui faisait plus de 4 mètres de haut. La section bijoux, puisque René Lalique, c'est quand même l'inventeur du bijou d'art déco et du bijou moderne. Les parfums, à l'époque, on a récupéré la parfumerie Nina Ricci à Uri, qu'on a toujours. La Licart, avec des participations, on a des participations avec des grands artistes. On l'a eu par le passé, récemment encore à Elton John, avec Fidan Green, Jean-Michel Jarre, pour en nommer quelques-uns. Et notre partie hospitality avec nos hôtels 5 étoiles et restaurants pour l'instant 2 étoiles. On en a 4. Les objets décoratifs. Donc, oui, non, c'est bon. Donc René Lalique, c'est aussi beaucoup de couleurs. Alors aujourd'hui, nous, on continue encore à développer énormément de nouvelles couleurs. Et ça, tout en sachant qu'on parle de cristal chez Lalique, mais c'est René Lalique, jusqu'à sa mort en 1945, n'a utilisé que le vert parce qu'il voulait vraiment démocratiser l'art nouveau, l'art déco. Et il était resté sur le vert. C'est son fils, après Marc Lalique, qui est passé sur le cristal. Donc je vais en parler sur la diapo suivante. Donc là, on voit que pourquoi le cristal? Alors le cristal, ça permet d'être plus ductile. Il travaille beaucoup mieux à chaud, et puis on peut faire des choses qu'on ne fait pas avec le verre. Il s'étire beaucoup plus. Et bien sûr, c'est pour sa transparence. Il y a un indice de réfraction qui est beaucoup plus prononcé, et sa densité. Donc quand on prend du cristal, il y a au moins 24% de plomb à l'intérieur. Voilà. Ensuite, l'architecture d'intérieur, c'est aussi une des particularités de René Lalique. On se rappelle que c'est lui qui a habillé l'Orient Express, et deux photos voyées à gauche, le Normandie, le quartier VIP sur les premières classes sur le Normandie, entre autres. Là, il y a bien sûr l'Expo de 1925. Je vais passer un peu plus rapidement. Ensuite, voilà, on fait, j'en ai parlé, on fait des mobiliers, des luminaires, des panneaux d'espace. Donc là, on voit à gauche une liane qui fait plus de 5 mètres de haut, qui est dans une montée d'escalier. Là, on a l'installation d'un luminaire d'un salon de première classe au lounge à Singapour pour Singapore Airlines. Donc on voit toutes ces parties. Donc tout ça, c'est développé à Paris, et sur la partie artistique, et c'est développé sur le site. On a un bureau d'études très fourni où on produit beaucoup de pièces. Là, on voit à droite une table emblématique, une table coffee table cactus, mais qu'on a arrangé, on a rajouté du bois dessus, qui a été présenté au salon l'année dernière. Au milieu, le lustre orgue, qui est très connu, et donc la liane Champs-Élysées. Donc la partie bijoux, puisque, comme je l'ai dit, René Lalique, c'est l'inventeur du bijou art déco. Donc là, ce sont des bijoux d'époque. Là, aujourd'hui, des bijoux beaucoup plus modernes qu'on a présentés au salon l'année dernière, en début d'année, pardon.
Voilà, encore quelques modèles. Oui, oui, j'ai répondu à nos auditeurs. Ils auront de toute façon le PPT parce que c'est vraiment très intéressant. Ça permet de s'imprégner de l'esprit de la manufacture Lalique. Ce que vous disiez, là, les flacons de parfum, c'est une splendeur. On peut les voir d'ailleurs au musée, me semble-t-il, hein, Daniel. Hein. Je rappelle le musée qui est à Wingen sous Moder, qui est ouvert tous les jours, sauf peut-être le mardi. Et encore, je crois. Non, je crois qu'actuellement, c'est ouvert tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, je vous invite vraiment à y aller. Il y a des expositions thématiques. C'est Véronique Brume qui s'occupe de la direction du musée. Vraiment, elle fait un travail remarquable. Je fais de la pub parce que c'est vraiment, c'est superbe. Oui, on a de la chance d'avoir. Oui, on a de la chance. Oui, on a beaucoup de chance d'avoir ce musée dans notre région. Oui. Et alors justement, on a une question. Le recrutement chez vous au sein de la manufacture Lalique, je veux devenir verrier. Est-ce que c'est ouvert aux débutants? Alors Florian, votre question, elle est un peu, c'est-à-dire, je suppose que vous êtes salarié dans une entreprise ou une collectivité, et vous dites, n'ayant pas de formation dans le domaine, est-ce que je peux venir me reconvertir dans une manufacture? Je me dis, il faut quand même, à mon avis, pour être dans les métiers du verre, une formation, non, Daniel? Alors, comme j'ai dit, il y a deux grands corps de métiers. Il y a tous les métiers qui sont liés au verre chaud et les métiers qui sont liés au verre froid. Sur le verre froid, on peut former, nous, sur place. Donc, déjà, il faut avoir une aptitude. Donc, bien sûr, dans le recrutement, il y a un turnover parce qu'il y a des gens, rapidement, on se rend compte qu'ils n'ont pas d'aptitude pour ça parce que c'est un geste à acquérir. On a des gens qui, au bout de 2 ans, se sont présentés au concours MOF et qui l'ont réussi et qui sont partis d'un bloc de cristal, un cube, et qui en ont fait une pièce assez extraordinaire, vraiment de la sculpture. Après, sur le verre chaud, on a la chance aussi sur le verre froid, mais nous, comme on fait pas de taille, on fait plus de la sculpture. Ça nous concerne plus pour le verre chaud. On a l'école de Sarrebourg qui est pas loin de chez nous, Oui. et on recrute à peu près 2 apprentis tous les 2-3 ans. 3 ans, on va dire. Là, on vient d'en embaucher 2. Il y en a qui sont en train de passer leur examen. On est très, très contents d'eux. Donc, on leur en avait déjà fait une promesse d'embauche avant l'examen. Et parce qu'on a peur de se les faire piquer. On a quand même 2 cristalleries autour. Oui. Ouais, donc, Oui, parce que voilà, Daniel, je vous coupe, Daniel, mais vous êtes à quelques kilomètres de la cristallerie, des cristalleries Saint-Louis. Vous êtes pas loin de Baccarat et Dôme, et on va pas se le cacher, on se pique les compétences en matière on se les pique pas entre nous. Oui, Ça s'est fait pas tant, mais on peut en parler. Ça s'est fait dans le passé, mais bon. Mais par contre, non, sur les écoles, en général, voilà, on a quand même un code de bonne conduite entre nous, et voilà, au départ, on a formé des gens, et on fait tout effectivement pour les garder. Et voilà, on a aussi les gens sont très fiers de travailler pour la Ligue. Vous ne serez pas étonné de voir des gens se balader à la grande ville avec les t-shirts Lalique. Donc, non, on n'a pas de problème de ce côté-là. Mais effectivement, si on est pour revenir à la question, on a des gens qui viennent sur le verre froid et qu'on forme sur la partie déco, tamponnage, bitumage. Là, c'est toujours plus compliqué. Étonnamment, on a principalement des dames. Enfin, aujourd'hui, c'est pratiquement 100% de dames. On a déjà eu un monsieur l'année dernière, mais bon, pour son familial, il nous a quittés, mais il était doué. Mais faut beaucoup de dextérité. Il faut aussi avoir une aptitude déjà artistique. C'est pas que de la technique. Il faut avoir un petit peu, pour certains corps de métier chez nous, il faut un petit peu avoir une note artistique, une aptitude artistique pour le job. Et justement, vous parliez de meilleur ouvrier de France, MOF, ou meilleur apprenti de France, MAF, dont le concours va avoir lieu en juin prochain à Strasbourg pour le concours apprenti. Est-ce que vous avez des MOF? Combien vous en avez? On a 5 MOF, on en avait 7, dont il y en a 2 qui viennent de prendre leur retraite là au courant de l'année. On en avait 7. On espère les renouveler puisqu'on a des candidats pour le prochain concours qui va bientôt débuter. Voilà, l'inscription se termine fin juin. Dont une dame, ça serait une première. Et non, on a 5, on est très fiers. On en a 2 au verre chaud encore, et 3 au verre froid. Et les 3 au verre froid sont des sculpteurs. Et alors, comment la Ligue concilie-t-elle tradition et innovation? Parce qu'on est dans la tradition, mais il y a quand même de l'innovation, je suppose. Alors l'innovation, déjà, elle est dans les couleurs, parce que
on est obligé de chaque fois surprendre et on se doit d'être dans l'excellence, mais en même temps d'être très ambitieux. Donc, comme je l'ai dit, on a à Paris, on est challengé aussi par la créa parce que souvent par la création, parce que souvent il y a ce que l'artiste veut et après ce qui est possible techniquement. Et souvent on vient défier les lois de la physique. C'est peu de le dire, mais on arrive toujours. Et je suis toujours étonné des pièces d'exception qu'on est capable de sortir, sachant que aujourd'hui, par exemple, sur le lustrage, on vient de sortir une nouvelle technique. Bon, je ne vais pas trop en parler, mais sur laquelle on a fait une magnifique collection l'année dernière qui a vraiment cartonné sur le lustrage rose, la collection Pic Nebula. Donc c'est une technique qu'on maîtrise très bien. Donc voilà, on essaye. Et puis sur la partie maintenant on en est à notre 3e four à bassin. On a une meilleure qualité de cristal. Donc c'est un four avec un réservoir. Avant qu'on travaillait plus sur des fours, les fours à peau, les fours au gaz, où on avait beaucoup de petits cailloux qui se décrochaient, qui étaient liés à la structure. Voilà, ça, on est en permanence là-dessus. J'en ai pas parlé, mais c'est super important, je vais en dire 2 mots, c'est qu'on a des échéances, puisque le cristal, on va quitter le plomb. Jusqu'à maintenant, pour avoir la dénomination cristal au plomb, il fallait avoir 24% de plomb. Pour des raisons sanitaires et de recyclage, on a des échéances. On en a une première l'année prochaine d'un point de vue exposition au plomb au niveau des salariés, et une deuxième en 2029 par rapport à la quantité de plomb qu'on peut retrouver dans le sang. On n'a pas de problème par rapport à ça, mais voilà, c'est une réglementation qui nous oblige à en sortir, ce qu'on va faire. On a beaucoup investi, ça nous a fait beaucoup investir, plusieurs millions pour en sortir, et aussi bien nous que nos confrères. C'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec eux. Et on a une première échange déjà en août l'année prochaine pour la loi PPWR sur le recyclage, puisque tous les contenants, les carafes, les flacons, tout ce qui peut contenir quelque chose à la vente, donc les flacons, le parfum, et les carafes, donc pour les alcools, les spiritueux, on ne pourra plus mettre sur le marché des carafes au plomb. Voilà, ce qui représente à peu près 15% de notre activité. J'ai une question, Daniel, pour vous, de Catherine. S'agissant de la compétence artistique et de la dextérité, faites-vous passer des tests de sélection au moment du recrutement? Est-ce que vous faites passer des tests d'habilité manuelle, de dextérité? Alors, pas des tests vraiment, mais des périodes d'essai. C'est-à-dire qu'on va. D'accord. Il y a des personnes qui s'interrogent, est-ce que je suis capable ou pas capable? Surtout qu'ici, on est quand même un petit peu enclavé là à Vingens-sur-Moder. On est quand même assez loin. On est à presque 1 heure de Strasbourg. On est à 50 minutes de Strasbourg. Et donc en termes de recrutement, ça n'a pas toujours été facile par le passé. Donc on a des familles entières qui travaillent ici. On a des papas MOF, des oncles MOF, des enfants. Et donc souvent, on fait des essais, quoi, ni plus ni moins. Là, je parle spécifiquement pour le verre froid, mais ça a pu être déjà le cas pour le verre chaud. Et voilà, en un mois, on est capable de voir si une personne a les aptitudes ou pas, quoi. Et puis il faut que ça plaise aussi, hein, donc, tout le monde. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous au verre froid et qui ont terminé au verre chaud, ou vice versa. C'est-à-dire que le métier, on a quand même beaucoup de corps de métier. J'en ai parlé, la déco, on a la partie acide, on a la partie verre chaud, on a la cire perdue, qui est une technique particulière. On a le lustrage. Enfin, on a énormément le polissage qui est très important. Voilà. Donc actuellement, vous recherchez quand même des compétences à ce jour. Est-ce que sur la partie déco, on est constamment en recherche, c'est-à-dire que parce qu'au moindre, si on perd 1 ou 2 personnes, ça peut vite être compliqué. La manufacture, contrairement à ce qu'on peut connaître dans l'industrie, la machine, c'est l'humain. Et donc, on est très vite tributaire. Si on perd 2-3 personnes et que le carnet de commandes est plein, on peut vite se mettre en difficulté. Donc, on est constamment en train de reformer. On a eu un fort rajeunissement quand il y en a des visites sur le site. On a la remarque, que ce soit des journalistes ou des clients et franchement, on est très satisfait justement de la transmission. Sur la transmission, on est en train de mettre des vidéothèques en place parce que des techniques qu'on ne fait pas tous les jours et des techniques qu'on fait peut-être aujourd'hui, dont on se servira peut-être que dans 2-3 ans. Et il faut qu'on soit capable de garder le geste. Je rappelle que le geste verrier a été inscrit
au patrimoine, Au patrimoine mondial de de l'UNESCO. l'UNESCO, patrimoine immatériel. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Et pour conclure, si vous aviez un qualificatif pour désigner la manufacture Lalique, vous diriez quoi? La tradition et l'excellence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos auditeurs apprécient effectivement. Vous voyez, vous pouvez effectivement, chers auditeurs et auditrices, réagir. Je vois qu'il y a eu tout le long de ce live. C'est vraiment énorme. Je pense que c'est un des webinaires où il y a eu le plus de réactions sympathiques, voilà, par rapport aux interventions. Merci beaucoup, Daniel, pour votre intervention. Et on ne manque pas de vous contacter via le site, évidemment, Lalique. Et je crois qu'on avait mis vos coordonnées. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on a pris du retard, mais on va au pas de course. Allez, il n'y a pas de raison. On a 2 pépites qu'on veut absolument vous faire découvrir. Et on va découvrir en images le parcours d'Elisa Menant, future brodeuse. C'est un petit teaser de 1 minute, je crois. Alors, je vous inviterai à la fin, on vous mettra le lien et vous enverrez d'autres. On terminera le webinaire avec d'autres vidéos de jeunes en formation, dans des parcours de formation métiers rares, métiers d'art, que la région Grand Est a soutenu. C'est mon métier de demain, pardon. C'est super et je vous invite vraiment à aller voir les 10 métiers qui font l'objet d'une première série de vidéos d'1 minute. J'accueille Hubert Villaume, directeur de la maison Villaume Broderie Haute Couture, à me rejoindre. Bonjour Hubert. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement directeur de la maison Villaume, patrimoine familial que vous avez repris en 2016 et vous représentez la combienième de génération de l'atelier? Donc, je représente la 5e génération. D'accord. Et vous êtes situé où, pardon? Donc, à Dierville, dans un petit village à une demi-heure de Nancy. D'accord. Alors, racontez-nous d'abord, parce que on s'est rencontrés, on a pu échanger hier sur votre parcours. C'est un parcours du combattant, pour reprendre l'entreprise familiale, ce fleuron de la broderie haute couture. Vous, personnellement, vous avez fait des études de broderie? Du tout. J'étais bercé dans ce milieu-là depuis mon plus jeune âge par l'intermédiaire de mon papa, forcément. Donc j'ai toujours eu ce souhait de reprendre l'entreprise parce que c'est un patrimoine familial et aussi un monde et un domaine qui me passionne et du coup j'avais cette envie, mais mon père m'a toujours un peu dissuadé parce que c'est un métier aussi où lui a connu des hauts et des bas avec toutes sortes d'épisodes qui ont fait que la broderie était un art qui a un petit peu disparu de France fut un temps. Et du coup, il m'a orienté à poursuivre mes études pour justement que j'ai un bagage. Et voilà, c'est pour ça que je me suis orienté vers des études plutôt dans la finance. Et puis même en ayant travaillé dans la finance, j'ai toujours eu ce souhait, cette volonté de revenir dans cette entreprise. Et donc du coup, j'ai repris l'entreprise par la force des choses suite au décès de mon papa qui est arrivé un peu rapidement, mais en tout cas, c'était mon souhait et ça devait se faire peu de temps après, mais voilà, j'ai repris en 2016. Alors, entre 1950, date de création de 1850, pardon, date de création de la maison Villaume et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait entre 600 et 700 salariés à l'époque, au départ. Elle travaillait dans vos ateliers, elles travaillaient où, ces dames? C'est du temps de mon grand-père, effectivement, il avait 6 à 700 salariés, mais qui étaient tous à domicile. En fait, c'est un métier qui se pratique en France, en tout cas, presque exclusivement par des femmes. Et du coup, effectivement, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, restaient à la maison pour s'occuper de leur foyer, de leur famille. Et du coup, pour arrondir leur fin de mois, en tout cas, elles faisaient ce métier. Mmh. Et c'était des sacs à main perlés, des sacs à main brodés pour aller à l'opéra que votre grand-père vendait dans les grands hôtels de Nancy ou à l'étranger, voilà.
Et puis, avec les années 60-70, on a vu que la mode des sacs raffinés c'est perdu. Du moins, c'est une autre mode plus moderne, on dira. Et vous avez remis au goût du jour la broderie. Alors, on dit le point on dit pas le point de Lunéville, on dit comment? Si, on dit le point de Lunéville ou la technique au crochet de Lunéville. La technique au crochet de Lunéville. Je vais essayer c'est une technique qu'on utilise, en tout cas, qui est vraiment originaire de notre région, de notre bassin, donc lorrain. Et du coup, c'est une technique qui se travaille sur l'envers du tissu. Donc, c'est avec un petit crochet avec un petit hameçon au bout. Et du coup, ça nous permet de fixer, d'apposer toutes sortes de fournitures. Donc, pour les plus classiques, qui sont des perles ou des paillettes que tout le monde connaît, mais on peut avoir des matériaux un peu plus atypiques, comme vous pouvez le voir sur les photos. On peut aujourd'hui poser toutes sortes de choses, que ce soit des écorces d'arbres ou des plumes par exemple du tulle que l'on voit là. Mais cette technique-là, en tout cas, est très recherchée aujourd'hui par notre clientèle. Donc nous, aujourd'hui, on s'est spécialisé plutôt dans le prêt-à-porter luxe et la haute couture. On a aussi une petite partie qui se développe aujourd'hui dans la décoration d'intérieur ou l'architecture d'intérieur, et qui reste encore une partie assez minime chez nous. Et du coup, on utilise cette technique donc, du crochet au crochet de Lunéville vraiment pour le luxe, pour le prêt-à-porter, parce que c'est une technique qui est plus rapide qu'une technique classique de pose à l'aiguille. Et du coup, les maisons de luxe sont très friandes de ce savoir-faire. Et pour vous, quels sont les incontournables pour venir travailler chez vous? Je pose à peu près les mêmes questions que aux autres manufactures. Je veux venir travailler au sein de la maison Guillaume. Quelles sont les conditions à remplir? Alors, déjà, le métier prend du temps à apprendre. En tout cas, les techniques sont assez longues. Donc, on préconise toujours, avant de venir postuler, déjà d'avoir fait un apprentissage, en tout cas dans une école, notamment pour le citer, le plus proche de chez nous, c'est le lycée Lapi à Lunéville, donc, avec lequel on a un échange assez régulier et un accueil de stagiaires sur les années des étudiants. Donc voilà, déjà avoir cette formation-là, parce que après on estime qu'il faut encore 1 an et demi à 2 ans en atelier après cette formation-là pour avoir le niveau que l'on souhaite. Donc ça c'est primordial. Et après les qualités qui font une personne une bonne lunévilleuse, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui travaillent dans ce métier. C'est pas des brodeuses, c'est des lunévilleuses. On leur demande effectivement, comme tous mes confrères auparavant, des métiers d'art et des manufactures de luxe, voilà, c'est de la précision, donc c'est de la minutie, de la patience avant tout, et cette volonté effectivement de réaliser de belles choses, parce que nous aussi on travaille aussi donc, pour le luxe, faisant des robes à plusieurs centaines d'heures de travail dessus, donc il faut avoir cette patience-là, parce que quand on commence un modèle où il y a 600 heures de travail à faire, on n'en voit pas le bout tout de suite, donc voilà, il faut avoir cette patience aussi. Et alors justement, on s'imagine que venir travailler dans ce secteur-là, au sein de vos ateliers, c'est travailler de façon isolée. On travaille donc tout seul, toute seule dans vos ateliers, ou c'est un travail d'équipe? Non, c'est un travail d'équipe, effectivement. Là aujourd'hui, nous sommes 9 dans l'atelier, c'est un échange permanent. Et toutes les personnes travaillent dans la même pièce. Quand on travaille sur un modèle en commun, en tout cas, toutes les personnes travaillent ensemble pour justement partager leur technique, parce que des fois, on arrive à trouver des petites astuces pour aller plus vite, pour réussir. Des fois, il y a des complications. Donc, voilà, c'est vraiment l'atelier est un moment de partage où tout le monde s'entraide pour réaliser le modèle le plus vite possible et le plus vite possible. Alors, j'ai une question pour vous, Hubert. Nathalie vous pose la question suivante. Elle est intéressante et c'est vrai que je suis curieuse d'avoir la réponse. Quelle est votre plus belle création, ou plutôt celle qui vous tient le plus à cœur? Il y en a beaucoup. On a la chance de travailler pour des marques de luxe et du coup, on a toujours cette fierté de voir les modèles qui sont passés dans nos ateliers défiler pendant les Fashion Week.
On a aussi la chance de travailler aussi souvent pour des commandes VIP. Donc, quand on voit aussi la robe qui est portée par une célébrité lors d'un gala, là, en ce moment le Festival de Cannes ou le Met Gala, ou voilà. Et je pense celle qui m'a le plus marqué en tout cas, parce qu'elle est peut-être prestigieuse en tout cas, c'était une robe de mariée pour une princesse. Et du coup, effectivement, on a eu On la ne peut chance pas avoir le nom? On n'a pas le droit d'avoir le nom? malheureusement, ouais, c'est comme tous nos métiers d'art, voilà. On a C'est la confidentialité. ni les marques, ni à qui est destiné ces belles créations. Merci beaucoup, Hubert. Alors, je sais que vous prenez des stagiaires, donc on n'hésite pas à envoyer une demande pour une immersion avant de faire une formation en reconversion, une formation en initiale au lycée Paul Lapie à Lunéville, hein, notamment, puisqu'il y a des possibilités de formation. Donc, vous m'aviez dit, vous acceptez hein, les stagiaires, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Oui. Nous, on en Donc, voilà. toute l'année, on en a, parce que je pense que c'est même constant. Je crois qu'on n'a pas un trou dans l'année où on n'accueille pas de stagiaires. D'accord. Merci. Et je tiens à souligner que la région met en œuvre deux prix métiers d'art, un pour les jeunes et un pour les parcours de reconversion. Et je le dis souvent, dans nos premiers prix, on a souvent des brodeuses issues du territoire de Lunéville, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont fait des parcours de reconversion dans la broderie et c'est magnifique. Voilà, donc souvent il y a un prix métier d'art pour cette filière qu'est la broderie. Merci beaucoup Hubert pour votre témoignage et j'accueille, alors que je m'en mêle pas les pinceaux, non, on va découvrir en images une manufacture, la dernière, qui va intervenir. Une pépite. Hubert, restez avec nous pour découvrir Zuber. Bonjour Hélène, vous êtes responsable de la manufacture Zuber, qui est pour nous une véritable pépite du Grand Est. Et il y avait d'ailleurs dans le quiz une question vous concernant. De quel monument, de quel lieu historique s'agissait-il? Vous avez réalisé un décor panoramique pour quel monument? Alors, la légende dit que Jackie Kennedy a contacté la manufacture Zuber pour avoir un décor panoramique des vues d'Amérique. En réalité, c'est pas directement Jackie Kennedy qui a contacté la manufacture, mais c'est l'association des décorateurs américains qui a offert ce décor pour l'un des salons diplomatiques de la Maison-Blanche. D'accord, merci beaucoup Hélène. 61. Pour être exact. Oui. Et derrière vous, c'est quoi ça derrière vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le décor derrière? Oui, bien sûr. Donc, dernière mois, vous voyez l'un des décors de la maison. Celui-ci s'appelle les zones terrestres. Ce décor a une particularité, tout simplement parce qu'il est encore là sur celui-ci imprimé à la planche. Ce qui n'est actuellement plus possible parce que les planches ont en partie été brûlées pendant la guerre. Et donc, on est en train justement de mettre en place un audit des planches qui nous restent encore pour mesurer en fait l'ampleur de la disparition des planches, pour savoir si on parle de 2/3 de disparition ou bien si c'est qu'une dizaine, une vingtaine de planches manquantes. Mais en tout cas, c'est l'un des fleurons de la maison. Et la maison est réputée pour ces décors-là. C'est une quinzaine de décors en tout qui sont appelés donc panoramiques. D'accord, donc là, vous nous avez mis la présentation. Donc, ça existe depuis 1797. C'est la plus ancienne manufacture, je crois, d'Europe, du monde, encore en activité et qui fait des papiers Absolument. peints. Absolument. Oui, la manufacture est une vieille dame, hein, puisque c'est, comme vous venez de le dire, hein, c'est la seule qui soit encore en activité et qui imprime encore de manière traditionnelle à la planche. Pour faire une présentation rapide de l'atelier, l'atelier se décompose en 4 départements. Vous avez donc le département panoramique qui
dans un planning assez exceptionnel, puisqu'il faut 15 ans, en fait, ils ont un planning de production de 15 ans, une boucle qui s'organise comme ça, refait année après année tous les décors. C'est le seul département qui travaille sur stock et non pas à la commande, tout simplement parce que pour réaliser, par exemple, le décor qu'ils sont en train de faire en ce moment, qui s'appelle l'Hindoustan, qui est donc une vision sublimée, imaginaire de l'Inde dans les années 1802, comment les Européens voyaient l'Inde à cette époque-là. Il faut 1265 planches pour le réaliser. Donc, on imagine bien qu'on ne peut pas, ça puisse pas s'organiser à la commande. Et donc, les imprimeurs vont monter de la cave ces 1265 planches, les imprimer une à une, et puis travailler avec le coloriste en constante collaboration, puisque des décors aussi complexes que celui qu'il y a derrière moi, c'est à peu près 150 voire 200 couleurs qu'il faut bien sûr harmoniser sur le décor entier. Donc ça, c'est le premier département de la maison qui est le plus célèbre. On a ensuite un département répétitif. Je vous ai découper quelques échantillons. Donc, le répétitif chez nous, ce sont tout simplement des motifs comme ça. Super. Donc, c'est super. des motifs étoiles, comme celui-ci. On a des motifs beaucoup plus traditionnels de semi-fleurs. Ça, c'est également du répétitif avec un peu plus de couleurs sur celui-ci. Vous êtes en 4 couleurs, donc 4 passages. Et étonnamment, on a aussi des choses très graphiques, très modernes. Et pourtant, là, on est au début des années 1900 et on reste quand même sur une grande modernité du motif. Et puis, alors bien sûr, également dans le répétitif, on a des dessins très complexes. Celui qui a été fait pour un client berlinois là très récemment est en 23 couleurs. C'est un coquelicot. Alors, c'était pas possible de vous découper le raccord, mais voilà, on a quand même du complexe également dans le répétitif. Donc là, dans cet atelier-là, ce sont 3 imprimeurs actuellement, plus une apprentie qui nous a rejoint en octobre et qu'on va recruter à l'automne prochain, à la fin de son année d'apprentissage. Et ils travaillent exactement, je vous ai également sorti un petit exemplaire, ils vont travailler exactement les mêmes planches qu'au panoramique dans leur, on va dire, composition. Donc, ce sont des planches qui, voilà, j'espère que vous voyez, qui sont donc, pour la tranche support, c'est du pin ou du sapin, ça dépend. En tout cas, c'est un bois de résistance, de support. Et ensuite, nous avons pour le bois qui est gravé, c'est généralement du bois de poirier, tout simplement parce qu'il a suffisamment de tendreté pour être gravé et en même temps une certaine résistance à la tape, en fait, à l'impression. Et là, je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir, mais on a des incrustations de laiton, là où ça brille. Oui, vous voyez sur le haut de l'écran. Oui. Voilà, ça, c'est des incrustations. Alors, ça servait soit à faire du détail, notamment pour les visages, ou alors à réparer des planches de bois, tout simplement. Donc, département panoramique, département répétitif, et puis ensuite, on passe sur un autre département qui nous tient à cœur également, c'est le département du revêtement mural, qui va donc travailler une multitude de supports et une multitude de techniques. On travaille le cuir, le velours, le lin, la soie, évidemment le papier, le carton, et avec un enchaînement de techniques, donc de gaufrage, de patine, de vernis. Vous avez ici un échantillon d'un cuir gaufré, donc c'est du cuir de veau dans une collection qui s'appelle Madrid. On a eu une commande récente pour un roi qui a retapissé toute une bibliothèque avec ce cuir gaufré. Alors justement, quels sont vos principaux clients? Vos principaux clients sont qui? Alors, un petit peu comme les autres maisons d'art qu'on vient d'entendre, hein, ce sont donc beaucoup d'architectes d'intérieur qui viennent travailler directement avec nous pour leurs clients. On a bien sûr quelques particuliers, des hôtels, des restaurants et puis des célébrités, des royautés. On pense souvent qu'on travaille pour beaucoup de châteaux. En réalité, on travaille plutôt pour de belles demeures et des lieux d'accueil de public comme un restaurant, plutôt que pour des châteaux. On en a évidemment quelques-uns, mais pas tant. Mm-hmm.
Et vos imprimeurs, voilà, vous nous avez dit, lorsque on s'est rencontré avec l'équipe, qu'il y avait quand même des charges, même si vous essayez d'améliorer l'ergonomie, les conditions de travail, c'est des plaques qu'on tient, qu'on appose, c'est quand même assez physique, Hélène, comme Absolument. travail. Absolument, Alice. Je pense qu'on peut se mettre sur la slide, je ne sais pas si elle est avant ou après, de la table d'impression qui permet de bien comprendre. Nos tables actuelles sont des tables qu'on appelle des tables d'impression à la française, qui donc sont sans soutien de... on n'est pas aidé dans le support de la planche, hein, et les planches de bois. Ici, vous avez donc la planche de bois que je vous ai montrée est relativement petite, mais vous avez des planches qui vont, qui peuvent faire un carré de 75 par 75. Hein, on les appelle nous presque des tables dans le jargon de l'atelier. Donc, il est clair qu'il faut une certaine forme, une certaine force physique. Cependant, on est en train de féminiser les ateliers et donc les prochaines tables qui sont en ce moment en train d'être fabriquées vont intégrer un système de poulies pour justement soulager les corps, aussi bien les corps de nos actuels artisans que soulager les corps des futurs artisans qui nous rejoindront, et notamment des femmes, parce que ça nous paraît important d'avoir une mixité dans les ateliers à la production. Et quels sont les profils que vous recherchez actuellement? Oui, alors de manière, on va dire sur les postes envisagés, on recherche actuellement un imprimeur en revêtement mural. Et puis à l'automne, tout simplement parce qu'on est en train de fabriquer ces tables et que pour le moment, on travaille dans un bâtiment qui est classé monument historique, dont les murs ne sont pas extensibles. Donc on a besoin de préparer d'abord tous les postes de travail avant d'accueillir et de faire de la place. Donc on est en train de faire de la place pour les futures équipes. Mais en tout cas, à l'automne, on recrutera 2 imprimeurs planches supplémentaires pour le département répétitif. Et pour anticiper peut-être votre question, on a exactement les mêmes critères que les autres maisons. C'est-à-dire, d'une part, je dirais, peut-être un mot qu'on n'a pas encore entendu, la curiosité. Je crois que quand on est curieux, qu'on essaye de comprendre ce qu'on est en train de faire, qu'on a du bon sens, on peut apprendre assez vite. Évidemment, il faut des aptitudes manuelles et puis une aptitude aussi à la couleur parce que comme chez Lalique, on est une manufacture de la couleur. Donc, il faut savoir voir quand un noir est jaune ou un noir est rouge. Ça s'apprend, mais c'est quand même bien de savoir déjà un peu distinguer les couleurs. Un noir n'est jamais identique à un autre noir. Ça n'existe pas. Un noir a toujours une teinte. Et justement, il me semble qu'il y a il y a un musée où on peut voir certaines plaques. Qu'est-ce qui a été légué à ce musée? Oui, tout à fait. Il y a un musée. Donc, l'entreprise Zuber est une entreprise privée qui a été rachetée en 2023 par la maison Pierre Fray et qui est donc en totale refonte et transformation. Et en face, mais nous sommes dans les bâtiments historiques de la manufacture. Et donc, ces bâtiments historiques qui accueillaient à l'époque plus de 200 manufacturiers, c'est divisé en 3 parties. L'hôtel de ville de Rixheim et puis le musée du papier peint de Rixheim, qui est donc une entité municipale et qui a une très belle collection de papier peint Zuber, mais pas que, et également des outils de production, des postes de travail. Donc, le musée est actuellement en inventaire, mais il réouvrira dans quelques mois et vous pouvez observer à la fois la façon dont les choses sont fabriquées et à la fois le papier peint fini. Merci beaucoup, Hélène. Je regarde. Ah, ben ça, c'est intéressant parce qu'on voit votre équipe vraiment. Tout à fait. Vous avez tout à gauche, donc les 2 imprimeurs panoramiques les plus anciens, Khalid et Youssef. Au centre, Bruno, le coloriste de la maison. Et puis tout à droite, Sophie Rouard, la responsable du patrimoine. Et là,
Et là, donc, Agnès Vidlocher, tout à gauche, qui est donc qui travaille à l'atelier digital, qui est un atelier qui nous aide énormément puisque quand il faut refaire, par exemple, un pochoir, l'atelier va préparer les fichiers qui permettent de faire cette découpe de pochoir. Et il nous aide aussi, typiquement pour les zones terrestres dont on n'a plus actuellement les planches pour l'imprimer, ils vont prendre le relais de cette impression en digital. Et vous avez tout à droite Sébastien Paillard, donc le directeur de la manufacture pour la maison Pierre Fray. Merci beaucoup, c'était très clair. On n'hésite pas à faire un petit mail à Hélène si on a des personnes qui veulent découvrir ce métier, faire peut-être un stage, une immersion. Je crois que c'est possible, hein, Hélène, on peut venir découvrir. Tout à fait. On filtre un petit peu parce que pour pas perturber les imprimeurs, mais on accepte quand même volontiers des stagiaires, absolument. Merci beaucoup, Hélène. Je propose à Christelle, ça va être peut-être voilà, compliqué pour elle de tout changer, mais on passera votre vidéo du coup pour fermer le webinaire. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Hélène. Donc on devait passer la vidéo d'Echung qu'on ne passera pas puisque l'intervenant viendra à une prochaine proposition de webinaire, mais j'ai tenu à parler d'Echung parce que c'est une pépite. C'est une entreprise du patrimoine vivant. Alors, le point commun de l'ensemble de nos intervenants, des entreprises, des manufactures, c'est qu'elles sont toutes labellisées entreprises du patrimoine vivant. Zuber est en cours de labellisation, mais on se fait pas de soucis pour cette manufacture. Voilà, les ateliers Echung, c'est vraiment à Steinbourg, dans le Bas-Rhin. Donc, ils conçoivent des chaussures de A à Z. Il y a 180 étapes différentes pour réaliser le modèle emblématique Ginko. 80% de la fabrication est réalisée en Alsace. Il y a le fameux point norvégien. J'y tiens vraiment parce que c'est une pépite. Il y a 85 salariés, une trentaine sur le site de fabrication de Steinbourg et ils vont recruter. Donc, pour l'instant, Salomé Chung m'a dit, elle recherche des compétences. Ce qu'elle souhaite, c'est une sensibilité pour l'artisanat, les savoir-faire, polyvalence et autonomie, envie d'apprendre, dextérité manuelle, rigueur et précision. Actuellement, il y a un poste de piqueur ou de piqueuse, bien sûr, polyvalente, chaussures, CDI à pourvoir et il y aura d'autres postes. Et c'est pour ça qu'on les mettra également à l'honneur à l'occasion d'un prochain webinaire. Alors, et puis, vous pouvez aller sur leur site parce qu'ils ont fait 2-3 portraits de leurs salariés qui sont extra, c'est très bien fait, c'est court et on voit toutes les étapes en 1 minute, on voit voilà tous les gestes professionnels du travail du soulier, du cuir. Voilà, donc j'ai invité Emma Schneeberger, ma collègue chargée de mission projet métier d'art à la région Grand Est à me rejoindre. Alors on est trop en retard, c'est un peu cauchemardesque, mais je m'en doutais. Emma, bonjour. Je vous laisse, voilà, mais de toute façon nos auditeurs auront absolument accès à tous les documents. Donc, c'est à vous, Emma. Je vais aller extrêmement vite parce que du coup, vous aurez accès à tous les éléments. L'idée ici, c'est juste de vous sensibiliser à la définition des métiers d'art parce que les métiers d'art, c'est pas une envie d'être artisan d'art ou une qualification spécifique d'une production. C'est vraiment lié à une loi, qui est une loi 2014 qui définit ce qui est un métier d'art et principalement aussi une référence à une liste qui a été publiée le 24 décembre 2015. Et c'est ce à quoi faisaient référence mes collègues précédemment en citant 281 métiers. Donc pour nous, c'est vraiment la Bible et la référence quand on travaille sur les sujets des métiers d'art. On a l'habitude de passer sur les savoir-faire de nombreux métiers. Au fur et à mesure, on se spécialise et on commence à en connaître beaucoup. Et donc, au-delà du fait d'être incollable au petit bac, ça nous permet surtout de découvrir beaucoup de savoir-faire et de très belles maisons. Et donc ici, je vous ai mis un petit palmarès de différents métiers, typiquement dans le domaine de la décoration ou de l'accessoire, avec des métiers un peu spécifiques et exceptionnels, type les lissiers de la savonnerie, c'est les gens qui font les tapis pour le mobilier national, la marqueterie de paille qui est très utilisée dans la décoration de luxe, particulièrement des boutiques comme Cartier ou Dior qui fait souvent des arrières de boutique avec de la marqueterie de paille, ou en dessous des métiers qui sont liés à la mode et aux accessoires, type éventailliste, parurier floral, c'est faire des fleurs en soie, ou plumeterie.
Vous aurez accès de toute façon à ces éléments, mais ici, ce qui nous paraissait intéressant avec mes collègues de l'orientation, c'était de vous citer un peu plus spécifiquement les savoir-faire de notre territoire, qui sont vraiment parfois emblématiques et uniques au niveau national. J'entends par exemple la vannerie, où la seule école nationale est sur le territoire du Grand Est, a fait bio, la lutherie à Mirecourt, la facture d'orgue à Échaud. Donc voilà, ça c'est vraiment des spécificités de notre territoire. Vous avez eu également la chance d'écouter des savoir-faire encore plus spécifiques comme la broderie de Lunéville. C'est l'image au milieu, tout en haut, avec un crochet. On a également plein de métiers liés au bois, avec des savoir-faire spécifiques comme la menuiserie en siège, pour ne pas citer l'AFPIA qui a intervenu tout à l'heure. Donc voilà, on a vraiment des savoir-faire très spécifiques où vous pouvez vous former vraiment que sur notre territoire, que ça soit le verre, un certain type de broderie, la musique, etc., enfin la facture instrumentale. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser de manière un peu plus forte à ces sujets, car vous pouvez apprendre vraiment des métiers de manière approfondie sur notre territoire et uniquement en Grand Est. Les métiers d'art, c'est aussi une définition de ce que ça n'est pas. On ne devient pas professionnel des métiers d'art en ayant fait des tutos sur YouTube. On ne devient pas professionnel des métiers d'art en ayant suivi des petits kits qu'on peut trouver en ligne. Nous, on a vraiment des critères de différenciation très fortes quand on a des gens qui veulent rentrer sur des salons ou qui veulent se définir comme professionnels des métiers d'art. Typiquement, les mailles à froid n'existent pas. Les mailles, c'est forcément à chaud. Et donc, du coup, quand on parle des mailles à froid, on sait que c'est de la résine. Donc voilà, c'est plutôt différents exemples que je voulais vous citer. Je sais qu'il y a énormément de formations qui émergent sur Internet avec le CPF, avec des CAP en ligne. Nous, ça nous questionne dans l'écosystème quand on apprend qu'on peut devenir tourneur de céramique en visio. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous remettre en perspective. Les métiers d'art, c'est quand même lié à des formations, des savoir-faire, la transmission de gestes. Et c'est bien pour ça que les manufactures qui sont présentées précédemment proposaient des stages d'immersion. L'idée, c'est vraiment que vous ayez accès à la matière et aux gestes. Un savoir-faire ne s'apprend pas en ligne et en visio. Pour aller un peu plus loin, les savoir-faire spécifiques liés au métier d'art peuvent s'exercer dans 3 domaines de l'économie un peu spécifiques, que ce soit la restauration, la tradition ou la création. Et ça nous permet de voir que souvent, sur un même métier, on peut avoir différentes pratiques de l'écosystème. Typiquement, si je vous cite Pascal Meyer, qui est un meilleur ouvrier de France en dorure, lui a un travail plutôt traditionnel ou en restauration. Et un de ses élèves qui est passé par son atelier, Xavier Noël, lui a un travail extrêmement contemporain autour de la dorure. Il utilise les mêmes savoir-faire, les mêmes techniques, néanmoins il ne les applique pas à la même chose. Là, c'est pareil, je voulais un peu vous montrer le renouveau des différents styles. Donc, c'est lié à la broderie et au travail du fil, mais vous pourrez un peu chercher plus loin. Et l'idée ici était vraiment de vous faire un micro-focus sur les chiffres. Sachez que les métiers d'art en France, c'est quand même 234 000 entreprises avec des chiffres d'affaires très forts. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers d'art actuellement représentent en chiffre d'affaires l'équivalent de l'industrie pharmaceutique sur le territoire national. Donc, on est loin d'être dans un secteur à la marge. On est vraiment sur un secteur créateur d'emplois, créateur d'activités, créateur d'attractivité. Et donc, toutes ces sensibilisations étaient importantes pour nous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des sujets. Et il y a un site qui s'appelle Métiers d'art Grand Est qui est en cours de refonte. Donc, vous pourrez toujours avoir accès à ces données. Mais d'ici quelques mois, il sera beaucoup plus didactique et beaucoup plus simple et sur lequel vous aurez toutes les infos. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des sujets. Voilà. Voilà, vous allez sur la page métier d'art Grand Est, région Grand Est, et hop, vous avez le lien qui vous permet de prendre contact, de toute façon. C'est bien ça, Emma? Même si c'est en refonte. Totalement. Il y a tout sera toujours accessible. La donnée sera juste plus ou moins facile d'accès et plus ou moins didactique, mais d'ici l'été, normalement, il y aura un site tout beau, tout neuf. Merci beaucoup, Emma. Alors, c'est toujours pas de course chez nous pour les ressources, etc. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai qu'on a dépassé, mais voilà, c'était passionnant. Les chiffres sont là. Je vous laisse aller dans le sondage, dans l'onglet sondage. Vous avez
un sondage sur votre taux de satisfaction. On vous laisse y répondre. Bien sûr, dans le PPT, vous aurez des ressources mises à votre disposition. Vous retrouverez toutes ces informations qui ont été diffusé tout au long du live. Le 17 juin, on se retrouve pour le webinaire métier de l'aide à domicile. Nous arrivons au terme de ce webinaire passionnant dédié au métier du luxe. Alors, un immense merci à nos intervenants d'exception. Anna Maïda d'Orest Group, Florent Liggi de Bugatti Automobile, Daniel Porte de la Manufacture Lalique, Hubert Villaume de la Maison Villaume, Hélène Délinger qu'on vient d'entendre de la Manufacture Zuber pour leurs témoignages inspirants et riches d'enseignements. Chacune de vos maisons, je m'adresse à vous intervenants, chacune de vos maisons incarne l'excellence, la tradition, mais aussi l'innovation dans un secteur où le savoir-faire se conjugue à la passion. Vous nous avez montré à quel point les métiers du luxe exigent rigueur, créativité et engagement, mais offrent en retour un véritable sens du beau, du durable et de l'émotion. Nous espérons que ce webinaire vous a permis de mieux comprendre les enjeux contemporains du luxe, transmission, digitalisation, développement durable, la diversité des parcours menant à ces métiers d'exception, l'importance de la main, de l'œil et surtout du cœur dans chaque création. Alors nous espérons également que ces échanges auront éveillé des vocations, nourri des réflexions et renforcé l'admiration pour ces professions qui font rayonner notre patrimoine culturel et industriel à travers le monde et en Grand Est. Encore merci à nos partenaires publics et à toutes celles et ceux qui font vivre cette passion du luxe au quotidien. Je remercie également mes collègues qui peuvent venir me rejoindre. Annette Maire, en charge de la formation des métiers d'art à la région Grand Est. Valérie Sylvestre, en charge de la formation du secteur de l'industrie. Je remercie Emma qu'on vient d'entendre qui nous a présenté très rapidement les métiers d'art en Grand Est, Rachel Heiss de l'OREF et bien sûr mes collègues Valérie Violette qui vous a présenté les ressources en début et les outils en début d'atelier et Christelle rejoins-moi parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Là c'est vraiment c'était très dur techniquement, je le sais, il y avait beaucoup de vidéos et Christelle Albrecht à la technique. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous autour de l'excellence du savoir-faire parce qu'on a déjà eu des demandes. Donc oui, on en refera un en octobre-novembre. Merci à toutes et à tous. Alors Christelle, tu nous proposes, on va changer un peu le programme, on va tous se quitter et vous allez tous rester. Allez, ça va vous demander 3 minutes. Il y a la vidéo, je propose, la vidéo Zuber, on est d'accord? Ensuite, Aurélie Lopez, c'est 45 secondes, 1 minute, une jeune future polisseuse. Et ensuite, Thomas Penel, futur souffleur de verre. Vous allez voir, c'est passionnant. On va se quitter avec ces 3 vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dans le sondage. Et vous êtes très satisfait, bien sûr. Christelle, je te laisse le mot de la fin. Je précise qu'il y aura une 4e vidéo, puisque comme on n'a pas pu la passer dans ta présentation de la manufacture, le nom va m'échapper, mais je la passerai en dernier. Donc voilà, ne nous quittez pas, on va vous passer, merci, 4 vidéos d'affilée. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Bonne fin de journée. Merci Christelle. Merci à toutes et à tous.